s'il n'y avait plus les 15 millions d'éclairs par jour, toute forme de vie disparaîtrait sur Terre. Je dois me tenir au courant de la situation toutes les heures, sinon je ne serais peut-être pas digne d'être un spécialiste de la foudre. Quand vous commencez à travailler, à étudier, à mener des recherches sur la foudre en boule, vous êtes confronté au phénomène OVNI. Ça va tomber dans votre escarcelle. Ça fait 32 ans que je travaille sur ces phénomènes aérospatiaux non identifiés. Ça a bien claqué sur la maison avec un début d'incendie. Et là, une des personnes qui était à l'extrémité de la table, elle s'est retrouvée pratiquement dans le couloir d'entrée à 2 mètres. Quand on dit des transports d'objets, nous, dans notre jargon, ça veut dire que des objets ont été déplacés sans que les objets soient tombés à terre. C'était une palette en fait de parpaing qui a bougé de 4 mètres à peu près. Des morceaux de carrelage étaient plantés dans les poutres en bois au plafond. Le sol était monté de 80 cm. On a aussi un monsieur qui a eu sa montre Gousset qui a été en partie décalcomaniée sur le bas-ventre. Le phénomène est là et on est en plein jour. Une sphère en émerge et elle reste quasiment statique. Et là, la durée de vie a été de 23 minutes chronométrées. Il a commencé à trouver les choses beaucoup moins agréables quand il a vu cette sphère qui commençait à se rapprocher de la maison. Elle est passée à travers la vitre. Ce monsieur a eu tellement peur qu'il en a déclenché une jaunisse. Pour lui, la vitre était son ultime protection. En fait, elle est rentrée, elle est montée à l'étage. Nous, on était avec une partie de l'équipe là-bas. Et en fait, eux ne sont jamais rentrés. Raymond Piccoli, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans le Paranormal Show. On est vraiment très heureux de vous recevoir. Raymond, vous êtes astronome de formation et directeur du laboratoire de recherche sur la foudre. Vos travaux portent sur les phénomènes orageux, les effets de la foudre, mais aussi sur des phénomènes plus rares comme la foudre en boule et les phénomènes lumineux transitoires de haute atmosphère, souvent appelés farfadets. Raymond, vous collaborez également à l'étude scientifique des phénomènes aérospatiaux non identifiés, les PAN, en étant membre du collège d'experts du GEPAN, groupe d'études rattaché au Centre national d'études spatiales. Vous êtes également membre de la commission Sigma 2 de l'Association aéronautique et astronautique de France. Une première question pour vous, Raymond Piccoli. C'est quoi la foudre ? La foudre, c'est déjà l'un des plus beaux spectacles de la nature. C'est quelque chose qui est ça fait partie, la foudre, des grandes forces de la nature. La foudre, c'est grâce à elle que toute forme de vie se maintient sur Terre, en partie, parce que demain, s'il n'y avait plus d'orage, s'il n'y avait plus les 2500, 3000 orages qui vont générer en moyenne par jour entre 8 à 12, voire 15 millions d'éclairs, eh bien, si ces orages n'étaient plus là pour nous accompagner, en tout cas tout le vivant, eh bien, ils sont là pour équilibrer les champs électriques et électrostatiques terrestres, et sans ces orages, certainement qu'en quelques dizaines de mois, en tout cas d'après les modèles qui ont été faits, toute forme de vie disparaîtrait sur Terre. C'est déjà leur première utilité. Ensuite, la foudre, c'est un phénomène qui a permis, sans aucune ambiguïté, l'appropriation du feu par l'être humain. Et donc, son évolution, car changement de régime alimentaire. Donc, la foudre, c'est quelque chose d'absolument essentiel. Et la foudre est un rappel constant à 2 voies. 2 voies très importantes. D'abord, un rappel à la beauté et à la puissance de la nature. Et deuxièmement, un rappel fondamental au fait que nous vivons dans un monde qui peut parfois être dangereux et les phénomènes climatiques, les orages et la foudre en particulier, en font partie. Est-ce que c'est un phénomène qui est bien compris, bien maîtrisé par la science ? Alors, on peut dire que on a beaucoup de réponses à nos questions, mais on est extrêmement loin du compte. La foudre est très souvent classée comme un phénomène électrique, et c'est la réalité. La foudre est de l'électricité atmosphérique, mais pas que. Si on ne la caractérise que sous ce biais-là, on est quand même très loin du compte. Pour s'en rendre compte, il suffit de l'observer et de l'étudier sur le terrain, bien évidemment. En revanche, il y a plein de choses que l'on ne connaît pas encore par rapport à la foudre. Et j'aime à le rappeler d'ailleurs. Parfois, il m'arrive de donner des conférences. Et dans ces moments-là, je rappelle toujours, je le prends en préambule un petit peu, et je dis, on connaît beaucoup mieux le processus de genèse, de naissance, de vie, d'évolution, et puis finalement de mort d'une étoile dans notre galaxie, qu'au final, comment se déroule véritablement une décharge de foudre, et puis le phénomène orageux dans son ensemble. Il y a encore énormément de mystères. Et puis, Pourquoi ? c'est un phénomène qui est mal connu
et populairement, et puis aussi scientifiquement. C'est pas un sujet, comment pourrait-on dire? C'est pas un sujet qui est forcément très porteur en science. Pour une carrière, vous voulez dire? Oui, tout à fait. C'est pas un sujet qui est très porteur. C'est un sujet déjà qui est à la limite de beaucoup de choses. On dit toujours, ah tiens, dans les grands titres de presse, on va dans tel ou tel endroit, on reproduit la foudre. Non, on reproduit pas la foudre. On tente, soyons justes, de reproduire certains de ces mécanismes. Restons véritablement humbles et modestes devant ces forces qui sont colossales. En fait, les forces en jeu sont tellement importantes qu'elles sont de facto non reproductibles. Donc au niveau social, au niveau de la population, il y a une certaine normalisation qui a été faite. C'est tout à fait logique. Pour la protection des bâtiments, pour la protection, on dit toujours des biens et des personnes. Moi, je préfère dire des personnes et des biens. C'est quand même plus important. Mais voilà. Et donc, ça a été un petit peu normé. On a des systèmes de protection, qui soient des systèmes de protection directs, comme le paratonnerre, qui ont une grande efficacité dans la majorité des cas. C'est pas toujours le cas. Et ça ne remet pas en cause, en tout cas, le fonctionnement ni l'efficacité du paratonnerre. Tout système de protection a ses failles. Et puis derrière, c'est la nature. Et avec la foudre, vous me posiez la question de savoir pourquoi finalement on la connaît encore mal, parce que il faut retenir ce petit adage. La foudre, elle fait ce qu'elle veut, quand elle veut, durant l'orage, et où elle le veut. Et ça veut dire qu'on la comprend que quand on peut l'observer, la mesurer. Après, vous dites il y a 2500, c'est ça, orages par jour dans le monde? Environ 2500 à 3000 orages, c'est une moyenne. Ça peut être plus, ça peut être moins. En France, c'est combien? Difficilement chiffrable. Aujourd'hui, par exemple, il n'y en a pas du tout. Vous savez tous les jours s'il y a un orage en France ou pas? Je suis au courant de la situation toutes les heures. Je dois me tenir au courant de la situation toutes les heures. Sinon, je pense que quand on n'est pas au courant, en tout cas quand on est coupé du terrain, je ne serais peut-être pas digne d'être un spécialiste de la foudre. Ou en tout cas d'être classé comme tel. Donc comme c'est un phénomène qu'on ne sait pas reproduire et qu'on peut simplement mesurer et observer quand il arrive, ça veut dire que pour le comprendre d'un point de vue scientifique, il faut le chasser. Les gens disent souvent que vous êtes un chasseur de foudre. C'est quoi votre quotidien, Raymond Bicoli? Alors déjà, c'est pas de chasser la foudre. Je l'ai jamais ramené à la maison. Donc je suis un très mauvais chasseur. En revanche, je suis un observateur sans doute privilégié parce que c'est un métier extraordinaire. C'est un métier véritablement extraordinaire. C'est un métier où vous avez toujours soit le bleu de l'horizon, soit l'horizon gris plombé des cumulonimbus, qui sont les nuages d'orage, qui se reflètent dans vos yeux. C'est un côté presque poétique. Mais en tout cas, c'est un métier extraordinaire et notre quotidien, il est très variable. On pense qu'on est tout le temps au cœur des orages. C'est vrai, on est le plus souvent possible au cœur des orages et on vit au rythme de cette activité orageuse. Mais ça, c'est une petite partie en fait du travail. Après l'orage, c'est là que le dur commence. Quand je dis le dur, c'est le dur du métier. On rentre dans le rocher, véritablement, c'est-à-dire aller analyser, aller expertiser, aller documenter, aller voir tout un tas de choses qui se sont produites dans les zones d'impact de foudre qui scientifiquement nous intéressent. Et là, c'est très variable. On pourrait se dire, ah mais ici, il y a eu un impact de forte puissance qui a causé beaucoup de dégâts, donc c'est intéressant. Alors, c'est intéressant à documenter sommairement, mais c'est pas pour autant que ce sera scientifiquement intéressant à étudier. Vous pouvez avoir quelque chose de bien plus mineur, de bien moins spectaculaire, mais de beaucoup plus intéressant. Et ces orages, on va travailler dessus, en tout cas sur leurs effets, en fonction aussi de ce qui nous est ramené. C'est quoi ce qui nous est ramené? Eh bien, c'est tout simplement les signalements qu'on va nous faire. Alors, très peu du grand public, mais surtout des gens avec qui on est amené à collaborer ou travailler. Ça peut être les services de secours et d'urgence, ça peut être le maillage de la gendarmerie nationale, et on a tout un tas aussi de correspondants sur le territoire qui vont nous dire à tel endroit il s'est passé telle chose. Et dans ce cas-là, si scientifiquement c'est pertinent pour nous, on va s'y rendre. C'est aussi répondre à la demande. On est des scientifiques. On est là pour expliquer. On n'est d'ailleurs pas là pour vendre. C'est pas une question de monétisation. Ça, c'est aussi important à comprendre. Parce qu'on est dans cette optique peut-être très dépassée de
partage du savoir. C'est-à-dire que le savoir, pour nous, et c'est inconditionnel, en tout cas dans le fonctionnement du laboratoire que j'ai l'honneur de diriger, c'est que le savoir se partage et ne se monnaie pas. C'est peut-être encore valable de nos jours, c'est peut-être plus valable, mais c'est pas le propos. C'est en tout cas comme ça que nous voyons les choses. Ça veut donc dire qu'on va collaborer aussi pour expliquer, suite à des accidents, suite à des incidents, ce qui s'est passé et comment éventuellement, quelle serait notre idée pour la prochaine fois que ça se passe mieux, qu'il y ait une meilleure protection. Donc, on n'est pas non plus des vendeurs de systèmes de protection, mais en tout cas de dire, voilà, il s'est passé ceci, ça a donné cela, et après, il faut en tirer des conséquences. Ça, c'est la partie prévention. C'est la partie qui dit, il n'y a pas grand-chose à faire pour se protéger de la foudre. On peut mettre des systèmes, mais ces systèmes peuvent se montrer plus ou moins efficients. En revanche, quand on connaît mieux un phénomène, et si on y réfléchit bien, c'est comme ça qu'on pourra un peu mieux s'en protéger. Quand on s'acculture à quelque chose, on a des sens plus aigus, on sait quelles sont les capacités de cette chose, en l'occurrence les capacités de blessure, les capacités mortelles, les capacités de destruction de la foudre, ou les expositions à éviter, et là, ça change déjà la donne. En tout cas, on a une meilleure conscience d'avoir fait tout ce qui pouvait être fait pour éviter que ça se produise. Où est-ce qu'il est basé votre labo, Raymond Piccoli? Où est-ce que vous êtes installé en France pour avoir le plus d'orage possible? Alors, on est installé dans un endroit, c'est pas forcément en termes de plus d'orage possible, mais c'est en l'occurrence dans un endroit qui pour nous est un véritable laboratoire à ciel ouvert pour tout un tas de raisons que je vais vous énumérer. Nous sommes basés dans le Massif central, en Auvergne, dans le département du Cantal. Et le Cantal, voyez-vous, c'est un lieu qui est fascinant, à plus d'un titre. Il est fascinant parce qu'en fait, c'est un département où l'atmosphère est la plus pure de France. Elle a été classée en tant que telle. Il y a encore d'ailleurs des articles de presse qui s'en faisaient l'écho récemment. C'est un endroit où il y a très peu d'industrie. C'est quoi? C'est des pâturages sur d'anciens massifs volcaniques. Donc, c'est déjà des paysages... on compare souvent ça à la Terre du Milieu. Ça fait référence au Seigneur des Anneaux. Il y a des animaux qui sont en pâture quasiment toute l'année. Très peu de grandes lignes. On n'a pas de grandes lignes à haute tension. Très peu d'obstacles. Donc, si vous voulez, on a une capacité observationnelle qui est in situ et qui est inédite. Vraiment inédite. D'une part, on est sur un axe, quoi qu'on en dise, on est quand même sur la partie plus ou moins sud-est encore. Ça peut paraître paradoxal, hein. Il y a beaucoup de fausses images qui sont véhiculées d'ailleurs au niveau climatique par le Cantal. C'est sûr qu'on a des zones qui sont exposées à une climatologie un peu plus rigoureuse, mais il faut savoir que si on prend notre capitale du Cantal, la préfecture, donc Aurillac, on a quasiment autant de jours de soleil, autant de jours d'ensoleillement qu'à Toulouse. The Paranormal Show est un média indépendant. Pour nous soutenir, abonnez-vous sur YouTube, Spotify, Apple Podcasts, Deezer, mais aussi sur votre réseau social favori. Les liens sont disponibles en description. Un commentaire, un like, un partage nous aident énormément. Pour accéder à des contenus exclusifs et soutenir la chaîne, rejoignez-nous sur la section YouTube dédiée. La suite se construira avec et grâce à vous. Merci. Donc vous avez choisi le Cantal pour toutes ces raisons dont vous nous parlez, et vous avez, en plus de ça, j'imagine, une activité orageuse quand même assez présente là-bas. Alors, il y a une grande facilité pour pouvoir observer les orages, effectivement, dans le Cantal. Et quand un orage va traverser le département, à condition que nous, bien entendu, on fasse notre part du travail, c'est-à-dire que l'on se positionne bien, que l'on mette l'instrumentation nécessaire, on va pouvoir y faire un travail extrêmement intéressant. Il faut savoir qu'on ne se contente pas de travailler sur ce département. On travaille sur d'autres zones. Tout à l'heure, vous avez repris cette expression, ce n'est pas que je la réfute, mais en tout cas, je la trouve pas forcément adaptée. C'est vrai que parce que dans l'inconscient collectif, on dit ce sont des chasseurs d'orage. C'est l'idée de partir. Encore une fois, on n'en les ramène pas, donc on serait de très mauvais chasseurs, mais des observateurs, est-ce qu'on peut dire traqueurs? Il y a une petite notion de violence dans traquer quelque chose, mais en tout cas, on est des observateurs. Et en fait, on va travailler sur des orages dans d'autres zones qui sont en France, voire à l'étranger.
En réalité, on se déplace beaucoup plus pour les effets, pour analyser et mener des recherches sur les effets post-orageux que sur les orages eux-mêmes. Je ne sais pas. La foudre, vous savez, elle peut tout frapper. Elle peut frapper un être humain, elle peut frapper un bâtiment, elle peut frapper une voiture, un avion en plein vol, un avion au sol, un parapet de barrage, un pont, que sais-je, voire des équipements, des installations dites stratégiques. Elle peut frapper une tour de refroidissement d'une centrale nucléaire, elle peut frapper un avion de combat, elle peut frapper des navires plus ou moins sensibles. Donc, si vous voulez, on peut être amené autour du monde à avoir une demande de tel ou tel organisme ou tel gouvernement qui va nous dire, ben voilà, vous êtes spécialiste en la matière et est-ce que vous pourriez simplement nous éclairer sur ce qui s'est passé? Pour éviter que ça se reproduise, j'imagine, dans ces cas-là. Oui, en tout cas pour comprendre. Parce que dans ces cas-là, qu'est-ce qu'il en ressort? Eh bien, la foudre ne s'est pas comportée comme c'était écrit dans les bouquins, dans les théories ou dans les modélisations. Et là, on est en dehors du champ de ce qu'on appelle le travail d'analyse et de modélisation du bureau, mais on est dans la vie réelle, on est sur le terrain. Est-ce qu'il y a une observation, Raymond, qui a changé votre regard scientifique? Il y en a des tas. La liste est longue, mais je peux vous en citer. Je peux vous en citer plusieurs. C'est un jour, il y a très longtemps, il y a plus de 25 ans de cela. Nous étions dans le désert du Nouveau-Mexique. Donc, on était aux États-Unis. Et là, on travaillait sur un orage. Alors, un orage particulier pour chez nous, en France et en Europe, mais qui est plutôt commun là-bas, c'est-à-dire un orage où les quelques maigres précipitations ne vont même pas arriver au sol. Ça va se présenter sous forme de virga. Et donc, en fait... Sous forme de virga. Ce sont des espèces de virgules, en fait, qui sont sous le nuage. On pourrait croire que c'est du nuage, mais ce sont des précipitations qui vont, en fait, dans ce cas-là, s'évaporer complètement avant d'arriver au sol. D'accord. Tant la température au niveau du sol est élevée. Et ce jour-là, dans ce c'était un très modeste orage, on avait un très beau coucher de soleil, donc un orage vespéral. Et à un moment, il y a un éclair qui est sorti, qui est parti sur la gauche du cumulonimbus, qui a parcouru peut-être 3-4 kilomètres, qui a tout à coup breaké et qui est venu frapper au niveau du sol. Donc ce qu'on appelle un éclair extra-orageux. Et ça m'a profondément marqué pour plusieurs raisons. Parce que d'abord, c'était une beauté à couper le souffle. Et rien que cet instant valait justification de tous les efforts menés auparavant pour monter la mission, pour même faire ce métier qui est pratiquement en marge de la science, quelque part. On me dit, mais oui, mais vous êtes scientifique et vous dites que c'est en marge de la science, pourquoi? Et là, je ne fais pas une digression, parce que je vais revenir à mon cumulonimbus vespéral au Nouveau-Mexique, mais parce que la science porte toujours comme grande valeur, en tout cas comme credo, que les phénomènes soient reproductibles. Oui. Et je crois que je vous ai dit en préambule qu'on pouvait reproduire modestement certaines petites parties d'un orage ou des phénomènes orageux, mais en tout cas, c'est hors de propos de reproduire la totalité des forces en jeu dans l'orage. Donc, rien qu'avec cela, on est en marge de la science. Et lorsqu'on a observé ça, comme je vous le disais, donc au-delà de la beauté à couper le souffle, on était à la limite de ce qui était théorisable sur l'orage. C'est-à-dire que le comportement là n'était pas explicable en regard des facteurs communs que l'on apprend dans les bouquins, dans les études ou dans un tas d'autres choses sur les orages. On était dans quelque chose de hors catégorie. Voilà. Et là, vous vous dites, ça y est, ça fait quelques années que j'y suis. Hein, ça fait 32 ans cette année que je travaille sur les orages. Donc, je vous parle de ça il y a 25 ans. Et là, vous vous dites, ça y est, je suis rentré. Je sais maintenant, j'ai vu par le petit trou de la lorgnette le monde fascinant, merveilleux et enivrant des orages. Vous dites que justement, c'est un métier qui n'est pas forcément évident, parce qu'on ne peut pas reproduire, parce que c'est un petit peu aux abords d'une carrière scientifique classique. Alors, pourquoi et comment vous, Raymond Piccoli, vous vous êtes intéressé à ça? Et à quel moment vous vous êtes dit, je vais faire ma carrière dans les orages? Parce que c'est vrai que c'est quand même
plutôt atypique? Alors, j'ai pas fait carrière, j'occupe mon temps à ça. Ce qui est très différent parce que cette notion de faire carrière, c'est l'idée que ça va vous amener à quelque chose. Or, je n'attends pas que ça me mène à quelque chose, j'attends simplement d'observer ces phénomènes. Donc rien que déjà, c'est une joie. Ça, c'est une immense joie. Mais comment on y vient ? Comment on y vient en étant intéressé par le sujet et puis avec aussi des remises en question. Moi, à la base, je suis issu du monde de l'astronomie. Et on y vient aussi par passion. Depuis ma plus tendre enfance, j'ai les yeux tournés vers le ciel. Alors, maintenant, j'ai ce double avantage. Quand il est très étoilé, j'adore. Et quand il est très orageux, j'adore encore plus. Donc, moi, j'ai la chance d'avoir comme lieu de travail le théâtre, le plus grand théâtre du monde, le ciel. Et là, tous les travers humains disparaissent. Ce sont des moments quand on est au cœur des orages. Alors, c'est des moments de tension, parce que c'est dangereux quand même, d'accord ? Donc, il ne faut pas se relâcher. Vous avez déjà été blessé ? Secoué. Ah, vous avez déjà pris la foudre, Raymond ? Non, pas pris la foudre, mais vous pouvez avoir un petit tympan qui siffle pendant quelques jours. Vous pouvez avoir des petits effets, mais vous ne pouvez vous en prendre qu'à vous-même, parce que tout est basé par l'expérience. Tout est basé sur l'expérience. Donc, vous ne pouvez vous en prendre qu'à vous-même. Travailler sur les orages, on le compare souvent. Alors, c'est peut-être illustratif comme ça, mais c'est en tout cas pas prétentieux du tout. Mais c'est comme si on travaillait avec un ours très en colère et qu'on va rentrer dans sa cage sans trop se faire remarquer pour essayer de l'observer au plus près. Faut pas se prendre ni le coup de croc ni le coup de patte. Et ça repose vraiment sur l'expérience. Il arrive, quand on est sur le terrain, d'être sur un dispositif. Donc, quand on travaille sur le terrain, on a des véhicules. Et ces véhicules sont spécialement équipés de tout un tas d'instrumentations de mesure que l'on va d'ailleurs agrémenter en fonction de ce qu'on va faire. Ça peut être très variable. Ça peut être de la prise d'image, ça peut être la prise de données météo, ça peut être de la spectroscopie. Spectroscopie, c'est en fait tirer la carte d'identité physico-chimique des éclairs en analysant leur lumière. Donc, tout ce qu'ils vont traverser dans l'atmosphère, etc. Bref. Mais il y a un moment où on se dit, voilà, on en est là, et sans arrêt, on doit réévaluer la situation. C'est-à-dire qu'il ne faut pas hésiter de parfois prendre le talquis et de dire, voilà, on lève le dispositif parce qu'on sent que ça va tourner à l'aigre. On sent que ça va devenir très dangereux. Mais voilà, vous savez, je crois que l'endroit le plus dangereux du monde, en tout cas là où 80% des gens y meurent, c'est le lit. C'est de la statistique, d'accord ? Bon, ça ne veut rien dire. C'est d'ailleurs pour ça que la statistique est aimée par les hommes politiques, parce qu'elle ne veut rien dire. Voilà. Bon, il y a peut-être des collègues statisticiens ou mathématiciens qui vont hurler en entendant ça, mais c'est pas du tout. La statistique est très utile. C'est vraiment des sciences mathématiques très importantes. Mais en tout cas, c'est ça la base. Donc, sous les orages, si on fait très attention, si on tient compte de l'expérience et surtout, si on n'est pas dans l'optique d'aller chasser l'orage ou le traquer, mais de l'observer avec beaucoup de recul et en ayant peur. Il faut toujours avoir peur. Mais une peur saine, pas la peur qui vous panique. Cette peur qui vous fera que vous restez toujours dans la zone de sécurité en évitant de mettre la main dans la zone de très forte insécurité parce que là, ça peut se payer très très cher. Et moi, j'ai souvenir en 2013 que des camarades aux États-Unis... Des chercheurs ? Ouais, des chercheurs. Donc, c'était sur un très gros orage qui a généré d'ailleurs la plus large, pas la plus grosse, mais la plus large tornade observée aux États-Unis sur le secteur d'El Reno en Oklahoma. Nous, on était avec une partie de l'équipe là-bas. Et en fait, eux ne sont jamais rentrés. Voilà, ils étaient 3 dans la voiture. Il y avait donc il y avait Tim Samaras, qui était un grand monsieur de l'étude des tornades. Il y avait son fils et puis un de ses collaborateurs, je crois. Et voilà. Et pourtant, des grands connaisseurs, mais on ne sait pas ce qui s'est passé, mais tous les 3 y ont laissé leur vie. Donc voilà, l'orage, c'est dangereux. L'orage, ça tue.
L'orage, ça blesse. Ça me donne envie de vous poser une question, j'imagine qu'on vous a posé 1 milliard de fois, mais qu'est-ce qu'il faut faire quand l'orage est là et qu'on est, entre guillemets, dessous et sans vos connaissances? C'est la question piège. Mais oui. Pas piège, Oui, pas un piège par intention. Non, mais parce qu'il n'y a pas une réponse. Mais j'ai j'imagine. toujours grandement en conscience que quand on me pose cette question, je la projette en fait, la question. Et j'imagine toujours la personne qui me pose la question et qui va se retrouver peut-être un jour en randonnée, en sortie ou quoi que ce soit, et qui va dire « Ah tiens, je vais faire ce qu'il m'a dit ». Et moi, de l'autre côté, je sais que ce qu'on peut recommander dans une situation, paradoxalement, ne se vérifiera pas dans une autre. Et que la foudre est tellement capricieuse, est-ce qu'on peut dire capricieuse, facétieuse, imprévisible, méconnue, même si on veut la contingenter dans des normes ou des comportements, mais qui sur le terrain ne se vérifient plus. J'ai encore eu, il y a quelques années, le cas de 2 étudiants qui étaient en post-doc. Donc après leur doctorat, ils étaient venus faire un petit séjour chez nous. Et comme tous les jeunes diplômés, ils sont arrivés assez convaincants, en recrachant mécaniquement tout ce qu'ils avaient appris, et des choses très sensées et très pointues. Après une quinzaine de jours de travail avec nous, ils sont repartis totalement dépressifs. Parce que ce qu'ils ont constaté, alors je le dis toujours avec beaucoup d'humour, mais ce qu'ils ont constaté sur le terrain allait régulièrement, sur les quelques orages auxquels ils ont participé, en tout cas en tant qu'observateurs, ils ont vu des choses qui pour eux étaient au mieux surprenantes, au pire choquantes, parce que c'était parfois même des observations qu'ils ont menées et qui étaient à l'inverse de ce qu'ils avaient appris dans les théories établies. C'est ça quand on se confronte à la nature. C'est ça quand on se confronte au terrain. Et c'est pour ça que, c'est sûr, notre travail au laboratoire de recherche sur la foudre peut sembler pour certains moins pointu. On publie rarement de grandes équations parce qu'on ne publie pas beaucoup. Nos applications ne sont pas forcément destinées au grand public. C'est avant tout de l'accumulation de connaissances qu'on partage avec différentes autres unités, labos, enfin bref, organes de recherche. On a des gens chez nous. Moi, je suis toujours admiratif d'un des membres de l'équipe qui est un ancien de Stanford et qui travaille sur la modélisation 3D des champs électromagnétiques de la foudre. Et quand je vois ce qu'il produit, je me dis, voilà, ça, c'est un grand monsieur. Moi, en tant que directeur, je suis un chercheur de terrain, mais je suis avant tout un chef d'orchestre. Voilà, je dois m'occuper. Ma première préoccupation, c'est la sécurité. La sécurité, c'est l'organisation des travaux, c'est la promotion du laboratoire. Et puis, c'est aussi la mise au point d'instrumentation et l'observation et la production. Moi, j'ai pris comme cheval de bataille la prévention. Encore une fois, c'est mon leitmotiv. Mieux connaître un phénomène, c'est mieux s'en prémunir. Quand on connaît mieux quelque chose, on y fait plus attention, on s'en méfie plus et on en connaît des travers. Raymond Piccoli, amenez-nous à travers les orages spectaculaires. Vous en avez évoqué quelques-uns et les raisons pour lesquelles vous travaillez en tant qu'expert pour le GEPAN, c'est-à-dire les phénomènes aérospatiaux non identifiés ou inexpliqués encore à ce jour. Pourquoi, comment, quel est le lien entre les deux? Les gens voient des extraterrestres là où c'est un phénomène orageux spectaculaire. Amenez-nous un petit peu dans ce chemin-là. Bon, ça y est, vous m'avez découvert, en fait. Ça y est, je suis découvert, je suis démasqué. Oui, non. Alors, oui, ça peut paraître paradoxal. Mais non, il y a une telle consanguinité entre les phénomènes aérospatiaux non identifiés, qu'on appelait auparavant les ovnis. Vous savez, cette appellation a changé au fil des décennies. Il y a eu une période dans les années 50, voire 60, on appelait ça les MOC. C'était joli, ça. Les mystérieux objets célestes. Voilà, puis ovni. Alors, au début, je me suis dit, bon, est-ce que c'est pas une sémantique politiquement correcte que de changer? Et puis, finalement, c'est tout à fait bien calibré comme ça, parce que ovni, il y a la notion d'objet. Oui, objet volant. Donc,
parle de quelque chose de solide. De matériel. De matériel, voilà, c'est ça. C'est ce qu'on dit souvent, l'hypothèse taux-les-boulons. Hein, c'est un peu ça. Dans phénomène aérospatial non identifié, ça laisse la fenêtre quand même beaucoup plus large à une appréciation différente, en tout cas. Et encore une fois, c'est pas qu'une question de vocabulaire ou de sémantique, c'est vraiment la qualification au plus juste. Et le signal aussi, Raymond, que nous avons évolué sur la façon d'aborder cela scientifiquement. Oui, il y a encore quelques années, pas si loin que ça, peut-être 6 ans, 6-7 ans. Ça va faire combien ? Ça va faire 17 ans que je suis expert, que je fais partie du comité d'experts du GEPAN, donc qui est un service du Centre national d'études spatiales, comme vous l'avez rappelé. Et ça fait 32 ans, je me répète, mais que je travaille sur la foudre et les phénomènes non conventionnels de la foudre. Et ça fait 32 ans que je travaille sur ces phénomènes aérospatiaux non identifiés. Pourquoi ? Parce qu'en fait, quand vous commencez à travailler sur la foudre en boule, vous avez vous recevez quelqu'un dans votre bureau et qui va vous dire voilà, j'ai observé telle chose, ça ne peut être que la foudre en boule. C'est-à-dire que déjà la personne, le témoin, s'auto-rassure. Alors, faut-il connaître ce que c'est que la foudre en boule ? Juste en quelques mots, la foudre en boule, c'est quoi ? La foudre en boule, c'est le seul ovni naturel qu'on connaisse. J'aime à le répéter. OVNI, parce que souvent aussi dans la presse, on lit « Ah, la foudre en boule a été recréée ». Non, la foudre en boule n'a pas été recréée. Quelque chose qui ressemble a été recréé. Mais je vais vous dire, la foudre en boule, on ne sait pas trop ce que c'est. En fait, on ne sait pas trop ce que c'est. Les hypothèses sont très vastes. Elles sont très larges. C'est un phénomène que l'on aperçoit de temps en temps. On ne le voit pas au cœur de tous les orages. On la voit de temps en temps. Pour ma part, en plus de 30 ans de métier, je l'ai vu 6 fois. Pas beaucoup, hein ? Non, c'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup, voilà. Alors que vous avez vu combien d'orages dans votre vie ? Plusieurs milliers. Okay. Plusieurs milliers. En termes d'orages, j'en ai un sacré paquet. J'ai pas une comptabilité exacte, mais j'en ai un sacré paquet. Et sur toute la planète, quasiment. La foudre en boule, on la caractérise souvent comme étant un plasma. Qu'est-ce qu'un plasma ? En fait, c'est ce qu'on appelle le 4e état de la matière. C'est la ionisation. Donc, c'est la ionisation des gaz, si vous voulez. Mais on n'en est pas vraiment sûr, en tout cas. Ça a l'apparence d'un plasma, et la théorie plasma, on l'explique très mal. On l'explique bien pour des cas de foudre en boule. Alors, nous, au laboratoire, on a créé une catégorisation visuelle. C'est quoi la catégorisation visuelle ? C'est la première qui a été créée. Eh bien, en fait, on a mis le trombinoscope. On a fait le portrait robot des différents cas de figure observables et visibles de la foudre en boule. Alors, c'est intéressant d'avoir créé ça, et en même temps, il faut y faire attention parce qu'il n'est pas fini. Oui, c'est une catégorisation ouverte. C'est une catégorisation totalement ouverte. Ça n'a aucune prétention de définir le phénomène. Oui. Voilà, c'est ça. Et on l'a fait aussi pour justement le montrer. Au départ, c'était l'idée, à certains témoins de phénomènes qui nous disent « J'ai vu la foudre en boule, elle a fait ceci, cela, elle nous décrit son observation. » Et là, on se dit « Mais ça colle pas. » Donc, ce n'est pas la foudre en boule qu'elle a vue. En tout cas, c'est autre chose. Là, on commence à rentrer dans le champ, c'est ce que je vous disais, des phénomènes aérospatiaux non identifiés. Donc, de facto, quand vous commencez à travailler, à étudier, à mener des recherches sur la foudre en boule, vous êtes confronté au phénomène PAN, au phénomène OVNI. Ça va tomber dans votre escarcelle. Forcément. Et donc, au niveau de cette catégorisation observationnelle, autant on pourrait éventuellement expliquer les cas de foudre en boule qui font quelques centimètres de diamètre et qui ont une durée de vie de quelques secondes par du plasma, par l'état plasma, d'accord ? Puisque la foudre va générer des champs électromagnétiques, elle va générer de très fortes charges électriques, etc. On va dire des conditions propres à cette formation. Mais quand on tombe sur un phénomène qui va être beaucoup plus important au niveau de sa dimension,
C'est quoi beaucoup plus important? C'est une boule de... Les gens voient quoi exactement? Ah, mais on a des cas de foudre en boule qui, là, pour celle-ci, c'était au-dessus de Clermont-Ferrand, par exemple. On est sur 12 mètres de diamètre. Une boule? Oui, elle a duré très peu de temps. Hein. Elle a duré 1,4 secondes, mais peu importe. Il y a d'autres pays où on a des collègues, que ce soit des collègues... Alors maintenant, le monde est ce qu'il est en 2026, mais il fut une époque qui paraît être... un autre siècle où on collaborait avec nos collègues russes, collègues américains, voilà, et eux étaient aussi des très gros producteurs de données et d'observations. Voilà, et ça maintenant, ça c'est plus le cas. Bon, c'est pas le problème, mais en tout cas, on a des cas, quand je dis documentés, c'est analysé, expertisé, mené dans le cadre d'un procédé scientifique ultra strict, comme le veut la science, d'accord, où on a des cas de foudre en boule qui ont duré beaucoup plus longtemps. En France, on a un cas, alors, qui date des années 70, où la sphère observée en début d'observation faisait à peu près la taille d'un veau. D'accord, elle était immobile au milieu de la route et 45 minutes plus tard, elle était toujours observable de dimensions beaucoup plus minimes puisqu'elle n'était pas plus grosse qu'un pamplemousse, mais sa durée de vie a été de 45 minutes. En 2012, dans le Morvan, on a eu un cas qui est documenté chez nous, qui est analysé, on s'est rendu sur place avec plusieurs témoins, avec des documents photographiques et vidéo, voilà, avec des gens, on va dire, qui n'étaient pas là pour le fake, quoi. Les gens qui ont été, oui, j'imagine qui ont été confrontés avec l'arbre encore foudroyé sur place. Okay. Et là, la durée de vie a été de 23 minutes plus ou moins chronométrées, quoi. Les gens l'imaginaire doit bien se développer, j'imagine, quand on assiste à un phénomène comme celui-là. Parce que faut-il déjà savoir que la foudre en boule, ça existe? Alors, on revient justement, en observant un phénomène de ce type. Alors là, attention, vous êtes sous l'orage, l'arbre est foudroyé quasiment devant vous, et le phénomène est là. Et on est en plein jour. Donc, une sphère en émerge et elle reste quasiment statique sur les 5-6 premiers mètres du bas-côté de la route en pleine forêt du Morvan. Pour ceux ou celles et ceux qui ont traversé ces zones-là, on sait que voilà, si vous tombez en rade quelque part, vous n'avez pas forcément la dépanneuse dans la demi-heure qui suit. Donc, ce que je veux dire, c'est des endroits qui sont extrêmement intéressants parce que les gens qui sont là-bas, qui vivent là-bas, sont aussi des gens coutumiers des phénomènes météo locaux. Oui. Donc, c'est pas des gens qui vont s'affoler pour un orage violent. Et là, vous tombez sur des gens qui sont en état pas de choc, on va pas le dire, mais une forme de sidération parce que leur monde a un petit peu changé quand même. La conception de leur monde a changé. Qu'est-ce que c'est que cette sphère lumineuse qui fait 1 mètre de diamètre, qui était là et qui est restée et qui change de couleur au fur et à mesure que le temps évolue. Et voilà. Et là, on est sur des cas avec, je vous l'ai dit, plusieurs témoins, en l'occurrence deux véhicules, dont un véhicule de patrouille de militaires. Voilà, donc c'est pas un argument d'autorité que ce soit des militaires, mais ce sont des gens qui ont l'habitude. Quand je dis des militaires, je parle de la gendarmerie nationale en l'occurrence. Voilà, qui par un grand coup de bol en fait était sur le secteur et est passé juste après la première voiture qui s'était arrêtée. Et la foudre en boule aujourd'hui, c'est quelque chose qui fait partie des phénomènes inexpliqués. Est-ce que c'est un pan ou du coup, comme on sait que c'est de la foudre en boule, alors on sait, mais vous disiez tout à l'heure qu'on la comprenait pas non plus vraiment bien. Alors comme je l'ai dit, la foudre en boule, ça j'adore cette phrase. Et vous me donnez l'occasion de la répéter. La foudre en boule est le seul ovni naturel qu'on connaisse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne connaît pas vraiment sa nature. On ne connaît pas totalement ses capacités. On les documente. Elle peut faire un tas de choses, la foudre en boule. Et j'espère qu'on aura l'occasion d'en parler un petit peu plus loin. Alors, je veux bien, allez-y. Qu'est-ce qu'elle peut faire? Elle peut voyager. Ouais, elle peut voyager. Elle peut sortir du champ atmosphérique? Non, pas forcément. Mais je veux dire, en tout cas, on va d'abord se contenter de ce qu'elle peut faire à l'endroit où elle se trouve, c'est-à-dire au niveau du sol. Elle peut flotter légèrement dans l'air. Elle peut passer à travers. C'est pas des histoires. Hein. Vous savez, souvent dans les conférences, on vient me voir à la fin en me disant
Mon grand-père m'a raconté que dans la ferme, il avait vu une boule de feu qui était passée par la serrure. Vous y croyez ? Alors, comme je réponds toujours, on n'y croit pas. C'est pas une question de croire. Ce sont des faits. Bien sûr que c'est des choses qui arrivent. Bien sûr, votre grand-père n'était pas porté sur la bouteille. Vous voyez, il y a toujours cette espèce de dédouanement qui fait que vous êtes sûr, est-ce que ça existe ? Voilà. Oui, bien sûr, elle peut passer à travers n'importe quel interstice. On a nos collègues russes ont documenté, nos collègues américains ont documenté, et en particulier à l'université du Texas, ils ont eu des cas qu'ils ont répertoriés pour peu qu'on s'y penche. C'est-à-dire la foudre en boule, elle est passée à travers la vitre. Voilà. Donc à travers sans la briser. Ouais. Sans la briser. Alors après, quand on fait des analyses avec, par exemple, un microscope à balayage électronique ou tout un tas d'autres instrumentations, il n'y a rien, pas la peine de crier sorcellerie. Je veux dire, il s'est passé des phénomènes, il s'est passé des combinaisons parfois avec le silicium qui était contenu dedans, mais en tout cas, elle est passée au travers. Et moi, j'ai toujours le souvenir d'un morceau de baie vitrée qu'on a emmené, qu'on a eu, on a profité un petit peu, j'allais dire, de la surprise de ce monsieur dont la maison n'avait pas été foudroyée, mais en revanche, un arbre dans son jardin avait été foudroyé à quelques dizaines de mètres, et de là, on avait émergé une boule lumineuse, blanchâtre, d'environ 30 cm de diamètre. Ce monsieur stupéfait s'approche de la baie vitrée et regarde, après quand même un flash très important dû à l'éclair et puis une détonation qui avait fait trembler toute la maison. Il regarde ça fascinant. Il a commencé à trouver les choses beaucoup moins agréables quand il a vu cette sphère qui commençait à se rapprocher de la maison et qui, quand elle est arrivée, donc d'après son témoignage en tout cas, elle est arrivée derrière la baie vitrée. Donc lui était plaqué contre le mur du salon, n'osant plus bouger, et là, elle s'est appuyée contre la vitre et elle est ressortie à l'intérieur. Ah là là. Donc il nous a bien certifié que, ouais. D'ailleurs, ce monsieur, on avait abordé les choses tout à l'heure, mais ce monsieur a eu tellement peur qu'il en a déclenché une jaunisse. Ça l'a profondément marqué, parce que là, son monde a basculé. Pour lui, la vitre était son ultime protection. La matière. Et en fait, elle est rentrée, elle est montée à l'étage, et il n'y a eu ni détonation, ni quoi que ce soit. Alors, je vous dis pas, hein, dans la maison, ils étaient 3, mais ça a été un petit peu le tirage au sort qui allait monter à l'étage pour voir ce qui se passait. Voilà, mais alors nous, on en rit parce que, et vous avez raison, mais nous, on en rit parce que voilà, c'est des choses qui sont, je vais pas dire totalement coutumières, mais c'est déjà tellement, voilà, c'est commun, en fait. Mais c'est commun dans le comportement de la foudre. C'est-à-dire que vous, quand vous récoltez les témoignages, enfin, j'imagine qu'il y a des gens qui doivent penser que c'est un poltergeist ou que c'est Dieu. Enfin, je veux dire, avant de se dire que c'est un phénomène orageux, il doit y avoir des témoignages qui se perdent, non ? Alors là, dans le cas de ce monsieur, pour lui, c'était évident que c'était raccordé à l'orage puisqu'il a eu le foudroiement de l'arbre dans son jardin. En revanche, je reviens à ma catégorisation parce que je n'oublie pas la finalité de ce que j'ai commencé. La catégorisation, en fait, on a découpé 3 sous-catégories. Le terme générique, le terme général, foudre en boule, foudre globulaire, appelez-le comme vous voulez. En revanche, foudre en boule, chez nous, ce sont les phénomènes de petit diamètre à faible mobilité et à faible durée de vie. Ensuite, on a la foudre globulaire. La foudre globulaire, quand scientifiquement on découpe les choses, là, on va avoir affaire aux phénomènes de beaucoup plus grande dimension, de durée de vie beaucoup plus importante, et enfin, parfois avec des déplacements en distance importants, voire avec une fin non conventionnelle, c'est-à-dire une fin de phénomène explosive, par exemple. C'est-à-dire que le phénomène va rentrer à l'intérieur d'une maison dans un vaisselier et carrément exploser le meuble et vous envoyer promener dans toute la salle à manger des morceaux d'assiettes, etc. On a déjà observé des choses fascinantes comme ça. Ou alors aller sur un brave transformateur électrique et complètement l'exploser. Voilà. Ou terminer dans l'eau. Okay. Terminer sur une surface d'une mare, d'un étang, d'un lac, donc une surface lacustre, et là, partir dans un grand, pas bouillonnement, mais en tout cas, un grand claquement avec un très fort dégagement d'eau. Donc là, il y a de la manifestation autre. Et la troisième catégorie, ça porte le doux nom de PLOT, phénomène lumineux orageux transitoire, que l'on peut observer
pas forcément durant l'orage, mais en tout cas durant un temps pré-orageux, à tendance orageuse, ciel gris, plombé, lourd, éventuellement des roulements ou des grondements de tonnerre audibles mais très loin, ou alors, paradoxalement, par beau temps, par jour de grand vent, ou des jours où il y a de basses températures et avec de la neige, où là, on va avoir un renforcement très important des champs électriques, mais généralement, on va le voir, par exemple, je peux vous citer un cas, si ça vous intéresse, avec grand plaisir. Le cas d'un monsieur qui observe au-dessus d'une lisière de forêt une sphère blanchâtre qui apparaît. Donc, ce monsieur n'a pas du tout pensé à de la foudre en boule. Non. Ce monsieur va aller se manifester en disant « j'ai vu un ovni ». Voilà, donc il observe une sphère qui apparaît, qui ne bouge pas. Donc il prend sa paire de jumelles et il voit littéralement une sphère. Bon, après on a essayé d'estimer sa taille, mais ça devait faire entre 50 et 70 cm de diamètre. Et cette sphère s'est mise à bouger de manière extrêmement erratique. C'est-à-dire pas d'angle droit, mais plutôt des mouvements un petit peu sinusoïdaux. Et il a remarqué une chose, c'est que ça suivait l'inclinaison et en tout cas le mouvement de balancier du sommet des arbres sous les rafales de vent. D'accord. Donc là, on a un renforcement des champs électriques parce qu'il faut savoir qu'au-dessus des arbres, comme ça, on peut avoir véritablement, sur plusieurs mètres, carrément des tempêtes, des tempêtes d'électrons, des tempêtes électriques, voilà, parce qu'il y a l'agitation de tout cela. Et si vous voulez, il l'a vu suivre un petit peu tout ça, et puis à un moment, elle a fait quelques petites évolutions, et puis elle s'est éteinte, tout simplement. Ce monsieur, dans sa tête, qu'est-ce qu'il se dit ? J'ai vu un ovni. Bien sûr. Oui. Voilà. Et là, vous voyez, très paradoxalement, nous, on va le classer en phénomène lumineux orageux transitoire, parce qu'en plus, derrière cette lisière de forêt, il y avait une petite ligne électrique, enfin une petite ligne, une 15 000 volts. Oui. D'accord ? Donc, c'est pas grand-chose, mais ça permet d'avoir un début de modélisation, en tout cas là sur le terrain, des champs électriques qui devaient régner à ce moment-là. Et on a très bien vu que dans ce cas-là, c'est quelque chose que l'on trouve avec récurrence. Vous savez, quand sur des décennies, vous êtes confronté et vous étudiez ces phénomènes, c'est comme une enquête policière quand on travaille dessus après. Hein. Vous avez l'intime conviction, vous avez la preuve ou la forte présomption. Ou l'innocence déclarée. Voilà, tout simplement. Et dans ce cas-là, on le documente et on dit au monsieur, ce que vous avez vu, là, était de la foudre en boule. Et là, la personne, c'est pas qu'elle a du mal à vous croire. Parce que quand vous arrivez et que... C'est comme ça, c'est dans l'inconscient, mais quand vous êtes scientifique, vous avez, rien que par votre fonction, et c'est en ça aussi, on en parlera peut-être, mais dans les témoignages, on a un procédé très particulier, parce que il ne faut pas que se ressente l'argument d'autorité. Jamais on doit être dans l'argument d'autorité. Ça, c'est une condition qui est fondamentale, que ce soit pour les phénomènes aérospatiaux non identifiés ou pour les phénomènes non conventionnels. Et vous remarquerez que d'un côté, on appelle cela des phénomènes aérospatiaux non identifiés et que de l'autre côté, dans mon domaine, c'est qualifié de phénomènes non conventionnels. Je pense que là, on ressent très fortement ce crossover, en tout cas. Et alors justement, comment vous abordez, vous, les témoins, pour éviter cet argument d'autorité, pour éviter, j'imagine, de modifier ce qu'ils ont à délivrer, leur vécu ? Il y a plusieurs méthodes. D'abord, il faut une méthode appropriée, c'est-à-dire qu'il y a un aspect cognitif. Et là, encore une fois, c'est totalement similaire à l'audition de témoins de phénomènes ovni. C'est la même chose. C'est les mêmes procédés, on va dire. Donc, il y a tout un aspect cognitif qui fait qu'on va rencontrer une première fois là où les personnes, pour peu que ça nous intéresse, bien évidemment. Il y a ça aussi, il y a le cursus, il y a le contexte, et puis la nature de l'observation. Parfois, quelqu'un va nous téléphoner en disant « écoutez, je vous appelle ». Au laboratoire de recherche sur la foudre, ça fait 20 ans qu'on récolte tout cela. Voilà, avec des gens que l'on renvoie parfois vers nos camarades du GEPAN, et parfois les personnes répondent non, j'ai pas envie forcément de témoigner aux autorités. Voyez ? Mais ça se discute pas, on n'est pas là pour influencer. Et en tout cas, nous, on ne transmet rien au GEPAN. C'est pas le fait de garder des données, c'est que et au GEPAN, c'est pareil. C'est un respect extrêmement important
est placé au-dessus de tout, de la personne et surtout de son anonymat. Bien sûr. D'accord ? Donc, nous, quand on reçoit des personnes comme ça, parfois c'est très simple, elles vous expliquent le contexte et on ne leur dit pas « c'était ceci ». Mais quand on est sûr à 99,99%, rien qu'à l'énoncé de la couleur, du type de phénomène, etc., ben on leur dit « écoutez, très probablement, il pouvait s'agir de cela ». Nous, ça ne nous pose pas de souci de répondre ça parce qu'on n'a pas un devoir d'expliquer forcément. C'est un service qu'on rend. C'est pas notre mission, en fait. En revanche, pour les gens que l'on va aller auditionner, déjà, la première chose, c'est justement de couper court à cet argument d'autorité. Donc, on a, au laboratoire, on a des personnes, on a un enquêteur spécialiste, vraiment, qui est un monsieur qui lui, son métier à la base, c'était un officier de police judiciaire, donc il a l'habitude, il a de longues années de pratique dans l'audition des personnes, et on l'a formé, on l'a acculturé à la méthodologie scientifique. C'est plus facile de faire le chemin dans ce sens que dans l'autre. En tout cas avec un grand respect des témoins, ce qui fait que en phase 2, en prime abord, les témoins, les observateurs, les observatrices ne vont pas avoir forcément un scientifique déclaré qu'ils ont pu voir, comme aujourd'hui, dans une vidéo sur YouTube, à la télé ou dans la presse. Donc déjà, ça va couper court. On va prendre tout ça, on va prendre toutes leurs déclarations, et puis ensuite, on va retourner le contexte, enfin, tous les éléments. Tous les éléments, voilà. C'est vraiment une enquête policière. Ouais, c'est juste le thème qui change. Et là, vous éliminez les hypothèses. Alors, d'abord, on prend tout brut. Ouais. On travaille en entonnoir. Le but est de produire une excellente goutte d'huile essentielle. Donc, on prend beaucoup de fleurs, on prendrait de la lavande, là, on va en prendre beaucoup. Chaque brin de lavande va être tous les éléments de l'observation, et puis on va raffiner tout ça, on va le travailler, et au bout, on espère qu'il va en sortir une huile essentielle extrêmement bien parfumée et très agréable. C'est ça, le but. Alors, c'est pas toujours le cas, c'est même parfois rarement le cas. Parce que manque d'éléments, parce que problème de contexte, problème d'information. Vous avez des gens qui ont vu quelque chose qui vous disent voilà, j'ai observé telle chose. OK. Quel jour, quelle heure ? Bon, alors je crois que c'était il y a tant de mois et à peu près vers telle heure. Vous voyez, là, c'est déjà problématique. Non pas que la personne vous raconte quelque chose de faux. Vous savez, les fakes là-dedans, ou les faux témoignages, c'est infinitésimal. Oui, les gens ont autre chose à faire que de passer leur temps. Contrairement à ce qu'on croit. Là où vous allez trouver les fakes, et je crois qu'il n'y a pas d'autre mot. Avant, j'avais un langage un petit peu plus châtié, mais là, tant pis, on est entre nous. Et puis, on est arrivé à un stade maintenant, avec l'émergence de l'IA, etc., de l'intelligence artificielle. Le bar à conneries, c'est sur les réseaux sociaux. Il faut être très clair. Et c'est quand même dommage, c'est paradoxal, parce que peut-être là-dedans, il y a quelqu'un qui va mettre quelque chose qui va être très intéressant, mais c'est tellement noyé dans le bruit de fond ambiant, c'est ingérable, quoi. Et ça va d'ailleurs nous poser de très, très gros problèmes, que ce soit dans le domaine de la foudre en boule, parce que maintenant, il y a cette partie infinitésimale de gens qui avaient autre chose à faire que de faire des faux témoignages. Ça repose aussi beaucoup sur le document. Parce qu'on a des témoins qui viennent nous voir et qui nous disent, en fait, j'ai vu quelque chose, mais je ne peux rien vous prouver. Et on leur répond, mais vous n'êtes pas là pour prouver quelque chose. C'est le contraire, on est là pour vous écouter. Et puis, vous savez, avec l'expérience, et puis surtout, nous, on a la connaissance du terrain. Les phénomènes, on les voit, on les observe, d'accord ? Il y a des choses qu'on ne peut pas inventer. Donc, comme quoi, par exemple ? Certaines couleurs, certains comportements, certaines impressions, certaines odeurs, certains bruits. Beaucoup de facteurs, en tout cas. Mais c'est le propre pour n'importe quelle personne qui travaillerait sur une très très longue durée sur un sujet. Elle connaît son comportement sur le bout des doigts, on va dire, pas ses imprévisibilités, ni forcément sa nature, mais en tout cas son comportement. Et vous pouvez de facto commencer à en déduire beaucoup de choses rien qu'en écoutant un témoignage. Pour autant, ça ne suffit pas, bien évidemment. Et donc, on va prendre tous ces témoignages et puis on va y retourner quelques temps plus tard, 1 mois, 2 mois, voire 3 mois plus tard.
et on va demander à nouveau à réécouter le témoignage avec une méthodologie différente. Je ne vais pas rentrer dans le détail parce que c'est pas forcément intéressant. Et à partir de là, on va investiguer, on va travailler et c'est long. Vous prenez des mesures aussi, j'imagine, quand vous arrivez quelque part. Alors, des mesures, oui. Au-delà des témoignages, voilà. Au-delà de la donnée qualitative, il y a la donnée il y a la donnée brute. Brute, voilà. Oui, il y a la donnée brute. Parfois, oui, pas toujours. Si c'est simplement une observation visuelle. Oui. Mais si la personne vous dit, voilà, j'ai vu une sphère en plein orage qui est rentrée là dans mon salon, et puis elle a éclaté, elle a projeté plein de petits morceaux métalliques par terre, où ça semblait de la pierre, on a déjà eu le cas. Et là, la personne, on lui dit, OK, éventuellement, vous avez fait une photo de quand ça s'est produit, pas de l'explosion, mais après, non, parce que c'est aussi comme dans les témoignages OVNI, il y a beaucoup de gens qui sont dans un état de sidération qui fait que le réflexe de l'animal humain, parce qu'on est des animaux, alors paraît-il évoluer. Sans commentaire. Le réflexe n'est pas forcément de documenter en sortant un smartphone, quoique ça puisse être très facile. On avait le même problème à l'époque. Il y avait beaucoup plus de gens que maintenant qui se trimballaient avec un appareil photo bien chargé d'une pellicule et qui n'hésitaient pas à faire de la photographie. Et à l'époque déjà, on vous disait j'ai vu tel truc, mais voilà. Le premier réflexe, c'est quoi ? C'est d'essayer de raccrocher ce que l'on voit à quelque chose de connu dans son environnement. Et quand le cerveau ne trouve pas, il plante. C'est-à-dire, il voit, mais il ne comprend pas. Et si c'est plus prononcé, ce n'est pas la photo en premier, c'est la fuite. C'est le danger, voilà. C'est le danger. C'est de se mettre en sécurité. Ouais. Mais c'est, j'allais presque dire, c'est presque reptilien, c'est le danger. En gros, c'est quoi cette chose ? C'est quoi ce phénomène ? Je ne le connais pas, je ne le comprends pas, je ne l'ai jamais vu. À la rigueur, je ne pensais même pas que ça pouvait exister. Ça veut dire, qu'est-ce qu'il est capable de me faire ? Alors, quand c'est loin, ça va. La plupart des images que l'on a... Alors, il y a aussi quelque chose qui rentre maintenant en jeu, c'est les images de vidéosurveillance. Oui. On arrive quand même à avoir des choses. Au bord de bâtiments, d'usines ou autres. Oui, bien sûr. Donc, elles n'ont pas peur pour elles-mêmes, donc elles peuvent continuer à tourner, j'imagine. La caméra, elle s'en fiche. Voilà. Et c'est d'ailleurs très intéressant parce que parfois, on a des brouillages caméra et ça nous permet, quand on connaît la nature, quand on voit les effets du brouillage, c'est des pistes pour savoir quelle est la nature du brouillage. Si c'est du champ électromagnétique, si c'est... Enfin, il y a tout un tas de paramètres, en fait. On ne va pas rentrer dans le détail parce que ce n'est pas forcément intéressant non plus. Mais en tout cas, je vais dire que la première aide, ce n'est pas que les gens aient des smartphones, mais ce sont les bonnes caméras. Alors, j'ai dit un gros mot, j'ai dit vidéosurveillance. On dit maintenant vidéoprotection. Mais là aussi, c'est de la sémantique. Mais voilà, mais ça, parfois, oui, ça nous aide. Maintenant, vous avez des petites communes qui ont au moins une caméra à l'entrée du village, au moins une caméra à la sortie. Et s'il se passe quelque chose, et nous-mêmes, dans nos véhicules, on a des caméras qui tournent en permanence embarquées. C'est pas qu'on est bien ou mal orienté, c'est que rien qu'en se mouvant au cœur de l'orage ou en changeant de position pour aller un petit peu plus en zone de sécurité ou à l'avant de l'orage ou à l'arrière, ça dépend ce que l'on fait, on peut très bien avoir nous-mêmes quelque chose qui va se passer devant nous. C'est comme ça que parfois, au retour d'orage, quand le ciel est redevenu bien étoilé et qu'on a quelques dizaines ou centaines de kilomètres à faire, on peut attraper de très beaux bolides. Des bolides. Ah oui, donc une météorite qui rentre dans l'atmosphère et qui va être particulièrement lumineuse. Je vous l'ai dit tout à l'heure, qu'il fasse beau ou pas beau, on est au spectacle. En parlant de spectacle, Raymond, c'est quoi les sprites, les farfadets ? En gros, ces phénomènes orageux qui sont aussi très spectaculaires et peut-être non conventionnels ? Totalement non conventionnels. Oui, ça ne fait pas partie de la phénoménologie de l'orage comme on le conçoit habituellement en tout cas. Alors, ce qu'on appelle, avec erreur d'ailleurs, c'est une erreur scientifique de les appeler les sprites. Oui, j'ai dit sprites, mais ouais. Peu importe. Bon,
Pourquoi c'est une erreur scientifique? Parce que c'est un peu à la mode. Je veux dire, sur les réseaux sociaux, dans la presse, on dit « Ah, voilà, un sprite, ceci, cela ». C'est quoi? C'est en gros ces phénomènes rouges avec des filaments, parfois, le plus souvent d'ailleurs, en dessous. Donc, c'est eux qui vont se produire au-dessus des orages, entre 30, 40 et 90. On met toujours ces chiffres-là. En fait, nous, on fait des mesures, c'est parfois un peu plus. Ça peut monter jusqu'à 120 km. Voilà. Et juste pour nos spectateurs, spectatrices, ça ressemble à l'espèce de grande méduse. Oui, c'est un peu ça. Voilà. Donc, sprite, c'est quoi? C'est un esprit. Et d'ailleurs, on dit les red sprites, c'est-à-dire des esprits rouges. D'accord? Et les farfadets, c'est pareil. Alors, non, pas du tout. Les farfadets, c'est la famille à laquelle appartient ces phénomènes. D'accord. Voilà. En fait, les farfadets, par analogie, à le farfadet, à cet être mythique, vous savez, on le voit jamais. Mais il vient vous faire une farce, vous êtes en train d'écrire, et puis ça, c'est dans la mythologie, bien sûr. Et il disparaît. Et puis il disparaît. Et même, parfois, il a chippé votre stylo et vous le retrouvez 3 jours après dans la cuisine. Il vous fait des farces. Il n'est pas méchant, il est pas. Quoique des fois, il peut voler des petites choses, voilà. Mais pourquoi? Parce que le farfadet. Alors, le farfadet, c'est un phénomène qui est très rapide, qui se déroule au-dessus des orages. Et c'est quoi? Ça fait partie des phénomènes lumineux, orageux, transitoires, et puis plus largement de la famille aussi des phénomènes photonucléaires de la haute atmosphère, avec la production donc de rayonnements gamma. Voilà. Et les rayonnements gamma sont la manifestation aussi de la production d'antimatière au-dessus des orages. Et l'antimatière, c'est quelque chose d'absolument fascinant. C'est quoi l'antimatière? L'antimatière, en fait, chaque particule a son antiparticule. Et donc, le contraire de l'électron, c'est le positron. Et en fait, à un moment, le niveau de rayonnement gamma est tellement important qu'on franchit la barrière des 511 000 électronvolts et que là, on a l'annihilation entre ces deux particules, l'électron et le positron, et c'est la production d'antimatière. C'est fascinant. Là, vous rentrez dans le cœur de l'astrophysique. On est dans les domaines En fait, les orages se comportent comme des accélérateurs de particules naturelles, des synchrotrons, tout simplement. Donc, c'est toute cette famille de phénomènes, c'est la kyrielle de phénomènes de la grande famille des farfadets, où dedans, on a quoi? On a les jets bleus, on a les jets bleus géants, nous avons les halos, les elfes, on a les elfes, et on a les esprits rouges. Donc, tous ces phénomènes photographiés, quand on les qualifie de sprites, on devrait déjà spécifier, ce sont des esprits rouges. Et pourquoi on prend le nom de farfadet? Bien parce qu'il faut savoir que parmi les premiers, si ce n'est le premier au monde à les avoir documentés, c'est Camille Flammarion. C'est un Français. Et j'ai certains, moi, collègues, j'entends parfois, qui travaillent sur ces phénomènes et qui disent, et d'ailleurs, c'est une idée reçue, ils disent « Ah, mais on ne peut pas les apercevoir à l'œil nu. » Si, on peut les apercevoir à l'œil nu, dans des conditions très particulières. Mais vous savez, c'est comme si vous étiez assise tranquillement, bien protégée derrière une terrasse, et puis vous regardez un orage lointain, vous allez vous apercevoir d'une chose, c'est que des éclairs sont très rapides et d'autres sont beaucoup plus lents. Chacun a une vitesse différente de propagation. Eh bien, c'est exactement la même chose que pour les farfadets. Dans de bonnes conditions, vous pouvez vous retrouver. Ça, c'est une des chances qu'on a, par exemple, dans le lieu où on se trouve. Et les farfadets, on les connaît bien. On a mis au point le réseau d'observation on a trouvé un nom tout indiqué, le réseau Farfadet, voilà, qui a fêté ses 10 ans en 2025. Donc, c'est un réseau international. Alors, c'est un réseau, oui, qui est à 80% national et 20% à l'international. Donc, ce sont des stations qu'on a conçues, développées, mis au point, et qui sont chargées, pas que, d'observer les farfadets, donc ces phénomènes lumineux orageux transitoires de la haute atmosphère. Et voilà, on a fait énormément de captures parce que pour nous, plutôt que de faire de savants calculs et de grandes mesures, il y a 10 ans, quand on l'a lancé, on avait 3 questions à la base. 3 questions très simples. Vous savez, parfois, il faut savoir revenir à la substantifique moelle. Et la science, c'est ça. C'est-à-dire essayer d'avoir de bons résultats avec pas grand-chose. De toute façon, vu les contextes, c'est très difficile d'avoir des financements, donc autant se débrouiller comme ça. Et les 3 questions qui étaient pour nous les plus pertinentes, c'est 1, est-ce que c'est rare? Alors? Non, c'est pas rare. On en a capturé énormément. En fait,
il suffit juste d'orienter les caméras, les systèmes d'observation, les balises Farfadet, comme on les appelle, ou les stations, dans la bonne direction, c'est-à-dire là où on a les orages les plus fréquents. En l'occurrence, on a un certain nombre de stations qui, en France, sont orientées en direction de la Méditerranée. Entre Corse et continent, le golfe de Gênes et sur la Corse, ce sont des territoires où on a des orages quasiment toute l'année. Voilà. La deuxième question, c'était est-ce que tous les orages en produisent ? Oui. Ça, c'est intéressant comme question. Et là, on s'est aperçu que la plus grande proportion, une écrasante majorité des phénomènes de Farfadet étaient produits par les orages les plus puissants, les supercellules. Ça, c'est très important à comprendre. Et enfin, la répartition. Là, on pousse le portail du ranch de la famille des Farfadets. Qu'est-ce qu'on va y trouver ? Est-ce qu'on va y trouver autant d'esprits rouges que de halos, de jets bleus géants, d'elfes ? Et en fait, la grande surprise, là aussi, sur des milliers de captures, on n'a par exemple que 2 jets bleus. Je ne vais pas vous donner le pourcentage exact, mais on est à plus de 99% d'esprits rouges, de sprites. Pourquoi ? Ça, c'est la 4e question. Il va falloir... on va s'y coller. Ouais, on vous invitera quand vous aurez la réponse. Vous en avez vu personnellement, vous, Raymond ? À 2 reprises, à l'œil nu. Hein. Encore quoi ? une fois, comme je le disais, dans la littérature où certains chercheurs et des gens très très pointus, mais qui peut-être souffrent un petit peu d'un manque de terrain, en tout cas, pour s'y confronter, disent parfois, mais on ne peut pas les voir, c'est trop rapide. Ça, c'est sur le calcul et le factuel. Ce qui n'est pas le cas dans la réalité. En revanche, vous aurez beaucoup de mal à l'œil nu à percevoir la couleur parce que la rapidité fait que par rapport à la capacité observationnelle de l'œil, vous verrez ça plus comme un... Je me souviens, il y avait un orage sur le centre Val-de-Loire, donc qui était assez proche, parce que pour observer les Farfadets, faut être très loin. Ok. Faut pas être sous l'orage. Pas bon. Et ça, c'est magique, parce que vous êtes là, vous avez des instrumentations qui sont posées, vous avez un ciel magnifiquement étoilé, et très très loin à l'horizon, de temps en temps, vous apercevez le flash d'un éclair puissant. Et là, vous avez le matériel qui tourne, et c'est comme ça qu'on observe les Farfadets. Hein. La bonne marge d'observation, c'est entre 230 km, je vais vous raconter le cas après, mais c'était vraiment le plus proche, mais en tout cas, le plus confortable, c'est entre 300... Allez, on va prendre large. Entre 250 km et 800-900 km. Ah oui, donc c'est voilà. Loin. Ouais. Du Massif central, la station Farfadet. En fait, dans le Cantal, on a 2 stations Farfadet. On peut faire des images qui sont dans la plaine du Pô ou sur la Corse, sans aucun problème. Et c'est là, d'ailleurs, que ça donne le meilleur résultat. Mais voilà. Et donc, j'en reviens à mon cas de tout à l'heure. On avait cet orage qui était proche et très loin en même temps, à 230 km. Et à un moment, on était donc dans le noir complet. Là, voilà un des autres avantages du Cantal. Et on a aperçu la lueur d'un éclair qui devait sans doute être fort puissant. Et au-dessus, on a vu ce plumeau qui est monté. Blanc métallique, presque argenté, très très fugace, et on s'est dit mais est-ce qu'on rêve ? Et puis là, sur les appareils sont apparus, etc. Les données et l'image où on avait un magnifique esprit rouge qui s'était manifesté et qu'on avait vu à l'œil nu, mais sans la couleur, parce qu'encore une fois, la rapidité est telle que la colorimétrie ne sera pas mise en avant par l'œil. Et alors, les Farfadets, on les explique bien aujourd'hui ? Enfin, vous, puisque vous êtes le spécialiste, vous les expliquez bien avec le labo ? Non, mais ce sont des phénomènes, justement, qui sont produits par les très hautes énergies, par la ionisation, c'est tous ces phénomènes qui sont liés... on peut les englober plus largement dans ce qu'on appelle les phénomènes photonucléaires de la foudre et des orages. Mais c'est plus ou moins le même type de phénomène que les aurores, ça se rejoint.
Hein. D'ailleurs, la colorimétrie des farfadets joue aussi en fonction de l'altitude. Et par rapport aux valeurs, on en observe parfois qui ont des dimensions plus grandes que ce que l'on peut forcément lire. On dit souvent c'est jusqu'à 90 km d'altitude, ça je vous l'ai dit tout à l'heure, mais on peut monter à des altitudes plus élevées. Pas toujours, mais il y a toujours l'exception qui confirme la règle. Raymond Piccoli, quels sont les cas que vous connaissez où vous n'avez pas su dire si c'était des phénomènes non conventionnels ou des pans? Il y en a plein. Et heureusement. Ça représente combien de pourcentage de vos cas d'études? Alors, on va prendre l'année écoulée, 2025, si vous voulez bien. Ce sera peut-être pas une année témoin, forcément, mais en tout cas, ça vaudra pour l'année dernière. Sur l'année 2025, en interne au laboratoire, on a reçu, au niveau de la foudre en boule, on a reçu 54 témoignages. Mais attention, quand je dis 54 témoignages, une partie sont des témoignages anciens. C'est quelqu'un qui a croisé la route du laboratoire sur l'autoroute du web et qui a vu rapport observation foudre, qui a cliqué et qui s'est dit « Mais ces gens récoltent mon observation, donc je vais raconter ce que j'ai vu il y a 40 ans, ou il y a 10 ans, ou il y a 5 mois, ou quelqu'un qui nous connaît déjà et qui va dire spontanément, je témoigne. » Et là, c'est plus frais. Alors attention, là-dessus, la temporalité ne joue pas forcément. Si c'est quelqu'un qui a fait juste une observation visuelle il y a 40 ans et qui vous ressort le texte qu'il a écrit il y a 40 ans pour raconter son observation et qui dormait dans un tiroir, elle est aussi fraîche que s'il l'avait vue. En revanche, si quelqu'un vous dit, voilà, j'ai vu cette foudre en boule, elle est rentrée, elle a fait un trou dans le mur, oui, il y a 40 ans, et vous habitez au même endroit, oui, et depuis, j'ai changé 4 fois de tapisserie et 3 fois de peinture. Donc là, on va dire, c'est complètement bâché pour une investigation matérielle, mais on peut quand même documenter le cas. Donc, on a à peu près un cas d'observation sur 20 où l'on peut aller récolter des éléments factuels, matériels sur le terrain parce que le cas est frais et c'est quelqu'un qui a entendu parler de nous, qui nous connaît, ou alors qui s'est adressé au GEPAN, ça peut arriver, et le GEPAN, si vraiment c'est caractérisé que c'était durant un orage, va nous les renvoyer, c'est possible aussi. Voilà, mais voilà, c'est à peu près ça le ratio. Ensuite, les cas qu'on explique, quand on va sortir du champ de la foudre en boule, en tout cas, on peut déjà dire oui, c'est foudre en boule, oui, c'est supposé foudre en boule, ou clairement le comportement et le factuel, c'est-à-dire le descriptif de l'observation, fait que c'est déjà de facto en dehors du champ de la foudre en boule. Par exemple, si vous avez une sphère lumineuse qui se promène au niveau atmosphérique. Atmosphérique, ça commence dès que ça touche plus le sol, on est d'accord ? Que vous voyez à 10-15 mètres d'altitude, qui est immobile, qui tout à coup se met à bouger, qui s'arrête. Ça, c'est pas problématique, ça peut être compatible. Mais dont la trajectoire est très rectiligne. Là, elle fait un angle droit, elle monte, elle refait un angle droit, elle redescend. Ça y est, c'est fini. C'est éjection immédiate de la classification foudre et phénomène de foudre globulaire associée, tout ce que vous voulez. Et là, on rentre quand même dans le phénomène pan. Parce que, faut pas oublier que même si la foudre en boule est le seul ovni naturel qu'on connaisse, elle voyage, elle est soumise au flux d'aérologie, au flux d'électrons, bref, à tout un tas de phénomènes physiques qui se produisent et qu'on connaît. Donc, quand ça commence à faire des angles droits, c'est beaucoup plus problématique. Vous avez rarement vu, si vous jetez une canette dans une poubelle qui est très loin, qu'elle parte tout à fait rectiligne et qu'elle fasse un angle droit pour tomber dans la poubelle. Ou là, vous allez vous dire, il s'est passé quelque chose que je ne connais pas et qui m'échappe. Inexpliqué. C'est exactement le même procédé, si vous voulez. Donc, voilà. Après, là où il y a pas des confusions, on peut pas appeler ça une confusion, mais quand des gens viennent, on a des gens qui viennent, et qui vous disent d'entrée, ce que j'ai vu est bizarre, mais ça doit être de la foudre en boule. Là, c'est la partie, je m'auto-rassure de ce que j'ai vu. Et dans ce cas-là, on s'aperçoit que de temps en temps, c'est effectivement un phénomène associé à la foudre en boule, mais parfois, ça ne l'est pas. Et là, on les invite à aller se manifester, parce qu'on ne le fait pas nous-mêmes. C'est la personne qui doit entreprendre cette démarche qui est très personnelle. On leur dit,
voilà, allez voir nos camarades du GEPAN et manifestez-vous si vous le voulez, bien évidemment. Et par exemple, sur 2025, vous avez envoyé combien de personnes, enfin invité combien de personnes à aller au GEPAN ? 3. Donc, sur 3 cas. Ok, donc vous avez 3 cas où vous vous dites ça, c'est pas... Ah, d'entrée, c'est pas oui. de la foudre. C'était pas de la foudre en boule, oui. Et à contrario, on a des gens qui viennent nous trouver pour nous parler des pans, mais qui ne veulent pas forcément témoigner de manière, on va dire, étatique et officielle. Voilà. Nous, on récolte beaucoup de cas issus du milieu aéronautique. On a un très gros capital confiance dans le milieu aéronautique parce qu'on a un protocole qui est hyper strict. Je ne dis pas que les autres ne le sont pas. Ce sont des gens qui sont extrêmement pointus et très soucieux de l'anonymat. Mais il y a peut-être encore, même si les choses ont changé, faut être très très clair. Et la communication d'ailleurs du GEPAN ou même de la commission Sigma 2, là aussi où j'ai l'honneur d'être présent, eh bien il y a vraiment un encouragement à tout cela. Et puis strict et neutralité et anonymat, mais par réflexe. Les réflexes, c'est dur quand c'est bien ancré. Eh bien, on a des gens du milieu aéronautique, qui soient civils ou pire, militaires, qui viennent nous trouver en disant, ben voilà, c'est au moins pour pouvoir parler. C'est pour dire, voilà, j'ai vu tel truc, en gros, c'est ça. J'ai vu tel truc, c'est brut. Qu'est-ce que vous en pensez, quoi ? À votre avis, est-ce que quand même, ça peut pas être un phénomène d'électricité atmosphérique ou associé à la foudre en boule, etc. Et parfois, on sait que clairement, c'est non. Mais par contre, on le documente quand même. On le prend, on l'enregistre. Et puis voilà, et ça reste dans nos cartons. Alors, on pourrait dire, ça va dormir dans des cartons et ça ne servira jamais. Non. C'est très égoïste. Mais ça nous sert déjà, pour nous, en interne, parce qu'on affine les connaissances. On documente mieux les connaissances, on décompose les phénomènes en colorimétrie, en comportement, en attitude, en éventuelle interaction, bref, tout un tas de données. Encore une fois, on retombe sur cette vision des choses qui fait qu'au plus on a de renseignements et de documents sur un phénomène, c'est pas qu'on pourra mieux le connaître, mais en tout cas, mieux le caractériser dans ces grandes lignes. Il ne faut pas être trop prétentieux là-dessus. Est-ce que recevoir ces témoignages-là de personnes qui ont vu des pans, des phénomènes, des phénomènes aérospatiaux non identifiés, ça vous a, vous, aussi personnellement perturbé ? Est-ce que ça a fait voler votre vision sur ces sujets-là ? Est-ce que ça a fait bouger vos convictions ? Non. Non, parce qu'en fait, j'ai été jeté dedans dès le début. Au bout de 3 décennies de travail sur ces domaines-là, en fait, si au plus loin que ma mémoire remonte, la deuxième personne que j'ai reçue pour me parler de la foudre en boule, c'était un pan. Donc, j'ai pas eu de période dorée où je me suis dit, ça y est, mes convictions s'ébranlent. Voilà, tout simplement. Et en plus, c'était un cas, mais alors, bien documenté et pas d'ambiguïté possible. Je veux dire. C'était quoi ? C'était un phénomène c'était un phénomène visuel avec des interactions au niveau électrique. Et au niveau moteur. Donc avec 4 personnes. Et quand on est venu me raconter ça, parce que dans l'esprit de ces personnes, le fait que ça ait pu couper le moteur de la voiture et provoquer, alors quand on dit la destruction, la mise en panne, rien n'a explosé, mais la mise en panne de matériel électrique à bord du véhicule, dont un poste de radio, dont les condensateurs avaient carrément en fait explosé à l'intérieur. Pour eux, c'était presque naturel de penser que c'était lié à un phénomène électrique atmosphérique. Oui. Donc voilà. Il y avait quelque chose. Ils ont vu quelque chose, une sphère ou. Oui, ils ont vu quelque chose dans un champ qui était à une centaine de mètres de grand diamètre. C'était quelque chose qui mesurait, d'après eux, entre 3 et 4 mètres de diamètre. Voilà, mais qui ne correspondait pas à la forme, on va dire, classique d'un phénomène lié à l'orage,
par une très belle nuit étoilée, c'était plutôt de forme allongée. Voilà, et le comportement, ça s'est pas approché d'eux, mais c'est monté verticalement et c'est parti, et ça a disparu dans le ciel, en fait. Ça a disparu à très grande vitesse, donc on n'est pas, et à angle droit. Voilà. Donc, quand vous êtes déjà accoutumé aux orages, que vous avez un passif où vous œuvrez dans le giron du monde de l'astronomie, moi, à la base, j'ai travaillé sur la détection des petits corps du système solaire avec des instruments qui maintenant sentent bon la naphtaline. J'ai connu des instruments merveilleux tels qu'un astrographe double. J'ai travaillé un petit peu dans la radioastronomie. Bref, c'est surtout dans l'instrumentation et l'observation. Mais voilà, et déjà quand on travaille dans le domaine de l'astronomie, les limites sont largement reculées dans la conception du monde. En fait, quand on commence à travailler sur le ciel, on n'est plus tout à fait dans le même monde. Parce que, non mais c'est pas péjoratif ce que je dis, c'est vraiment dans la notion, beaucoup d'actes de la vie quotidienne prennent une saveur beaucoup plus relative. Les ennuis du quotidien sont toujours plus légers quand on travaille sur le ciel. Parce que on a plus de facilité pour se vider l'esprit, parce qu'on voit des choses qui constamment nous ramènent à la réalité. C'est quoi la réalité ? C'est la beauté du monde, c'est la beauté de la nature, c'est plein de choses. Voilà. Et donc, quand vous prenez un témoignage comme ça, vous dites, bon, ok, là, il y a du factuel, il y a les éléments matériels, etc. C'est pas une question de savoir si c'est vrai ou pas vrai, c'est qu'il s'est bien passé quelque chose. Et quand vous faites les mesures pour savoir comment ça se produit, vous voyez bien que vous tombez sur... Voilà, il s'est passé quelque chose. Et puis après, ça arrive en boucle. Ça arrive, et puis les gens arrivent, et puis ils témoignent. Et puis quand on travaille dessus, vous êtes confronté à tout un tas de cas scientifiques et puis documentés. Et puis, vous vous dites que malgré vous, si vous voulez vraiment travailler sur la foudre en boule, vous êtes obligé de travailler également sur les ovnis. Parce que vous devez pouvoir séparer l'un de l'autre. Et là, vous vous apercevez à quel point les témoins des deux types d'observations sont similaires. À quel point leur réaction, leur vécu, leur préoccupation, leur sidération sont souvent très similaires. Eh bien justement, Raymond, vous me permettez de transiter vers une question sur les personnes qui ont été fulgurées, foudroyées. Vous nous avez expliqué en off la différence entre les deux. Et les personnes qui ont vu des choses, donc foudre en boule ou pan, qui peuvent avoir des séquelles neuropsychologiques assez fortes. Est-ce que vous pourriez nous emmener sur ce que dit justement la littérature un peu médicale sur les effets neurologiques de la foudre ? Oui, alors, tout en n'étant pas médecin, loin de là, Bien évidemment. Ce que je peux dire, c'est que je vais me borner à vous parler de cas de terrain, encore une fois. J'aime bien ramener les choses au terrain, c'est-à-dire que... Alors, au laboratoire, ça fait très longtemps que l'on écoute quand même les personnes fulgurées, donc je vais quand même le repréciser. Une personne foudroyée est une personne décédée. Une personne fulgurée est une personne qui a été blessée par la foudre. Et ça, c'est important, quel que soit son état. On peut aller du simple choc nerveux, ce qu'on appelle le choc nerveux, une très grande peur. Ouais. J'ai vu, et je le racontais en off, une personne qui a déclenché une belle jaunisse avec une grande peur. Jusqu'à des dégâts corporels, neurologiques, cardiologiques très importants. Voilà, le spectre est immense en fait. Des dégâts mécaniques également, on l'oublie trop souvent, mais la foudre peut provoquer des dégâts mécaniques importants dans le corps, y compris par exemple des membres brisés et parfois sectionnés en petites portions. Voilà, par exemple, vous pouvez avoir un tibia ou un péroné qui va être cassé en plusieurs morceaux à l'intérieur d'une jambe qui extérieurement ne va pas être forcément trop endommagée. Et puis parfois, dans certains cas, même l'arrachage de membres, ça peut arriver. Voilà, donc le panel, il est extrêmement vaste. Et comme rien, il y a des gens qui sont traversés...
On ne ressort jamais totalement indemne de la foudre. Quand je dis ça, totalement indemne, c'est pas pour créer des inquiétudes ou des préoccupations, mais ce que je veux dire, c'est que quelqu'un qui n'a rien eu et qui s'est trouvé très proche d'un impact de foudre, croyez-moi, généralement, ça ne lui arrive qu'une fois. Il fait ce qu'il faut après pour pas se retrouver dans la même situation. Donc, quelque part, il n'en ressort pas complètement indemne non plus. Mais donc, le spectre, il est très, très large. On a des personnes qui ont été pris de sommeil très prononcé. Donc, une hypersomnie. D'hypersomnie, tout à fait. D'hypersomnie. On a des pertes de mémoire. Là, on va se contenter au niveau neurologique et cognitif, des pertes de repères, des changements de pigmentation de la peau. Ça peut arriver. Là, je vous prends des cas qu'on a eus. Hein. C'est pas des règles, c'est des cas. Je vous prends un florilège de cas que l'on a traités, de ce qui peut arriver et qui nous ont été soumis, qu'on a eu ou qu'on a directement investigué. Voilà, c'est des choses comme ça. C'est des changements hormonaux. C'est des changements, qui dit changements hormonaux, dit parfois aussi donc changement d'attitude. Oui, on peut trouver des cas de il y a 2 ans. Oui, il y a 2 ans, j'ai encore l'épouse d'un monsieur qui a été fulguré, qui était un monsieur qui était extrêmement jovial, très énergique, etc., un retraité, et qui depuis est devenu un monsieur qui parle beaucoup moins, qui est très taciturne, mais qui n'est plus le même. Et elle m'a appelé pour me dire, voilà, juste pour parler. Ce qui nous a poussé d'ailleurs, après tant d'années, c'est pas qu'on n'y avait jamais pensé, mais il faut parfois trouver les personnes qualifiées. Alors, ça n'a rien de médical, hein, ça, faut bien... On n'est pas du tout dans le médical, nous, et puis on n'en a ni le droit, ni les qualifications, ni rien. Mais en tout cas, on a monté une cellule qui est assez unique, qui est très récente, hein, qui a été inaugurée début de l'année 2026, qui s'appelle la cellule écoute fulgurée, dont la petite maxime est renaître après l'orage. C'est-à-dire que là où les médecins font le travail exceptionnel de soigner les kéronopathologies, donc kéronos, la foudre, les pathologies liées à la foudre, eh bien, pour les personnes qui souhaitent simplement en parler, parce qu'on a des personnes qui, encore une fois, suite à l'événement, n'ont pas tout intégré. C'est-à-dire que quand on est suffisamment proche de la zone d'impact, on peut très bien avoir des personnes fulgurées qui n'ont ni entendu le bruit de l'impact, ni même perçu la lueur de l'éclair. Pour tout un tas de considérations physiques, là non plus, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais ça arrive. Ce qui fait que vous avez la personne qui marche, par exemple, qui fait sa rando, qui marche en plein champ, qui marche dans la nature. Mais peu importe en fait la situation, et qui peut-être était en train d'observer l'orage ou qui en a été surpris, et se retrouve tout à coup à se réveiller dans un lit d'hôpital ou en train d'être emmené par le SAMU, les pompiers, bref, les services d'urgence et de secours. Et là, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est un petit peu comme si vous vous trouvez dehors, vous marchez, puis tout à coup, vous réveillez à l'hôpital et il n'y a pas de bruit, il n'y a pas de lumière, bref, sur un claquement de doigts. Donc là, les médecins vont apporter toute la réponse médicale, et c'est leur job. Voilà. Et puis, pour les personnes qui le souhaitent, eh bien, c'est d'avoir une écoute auprès d'une personne spécialisée qu'on a recrutée, qui est une personne qui, elle, est issue, en fait, du corps médical, mais qui s'occupe des personnes déficientes. Voilà. Et il y a beaucoup de similitudes, déficientes ou en état de faiblesse ou en état de choc. Et c'est simplement, ça n'a aucune prétention, mais c'est simplement une cellule d'écoute. Et nous, en tant que scientifiques derrière, on a déjà eu l'expérimentation. Ce qui nous vaut parfois des moments un peu émouvants. Quand quelqu'un nous dit, ben voilà, les médecins ont fait un super boulot, ils m'ont réparé, mais je ne sais toujours pas quel mot mettre et comment ça s'est produit. Et là, on leur explique, avec tout un processus et puis avec des éléments factuels de terrain, on leur dit, ben voilà, la foudre a frappé ici et il s'est passé ça et vous avez été frappé par tel phénomène qui a produit telle chose, vous n'avez pas entendu le bruit pour telle raison, etc., etc. Et ça permet de boucher modestement les petites cases qui manquent, parce que quand on prend conscience de ce qui vous est arrivé, de ce qui est arrivé, quand on prend conscience des phénomènes possibles et qui se sont déroulés, vous avez des mots à mettre dessus. Et vous avez les petits morceaux d'histoire qui manquent à remettre. C'est tout. C'est donc très modeste, mais c'est ça. Et j'ai été très heureux hier. J'ai envoyé justement un message à une dame
qui est dans le département du Var et dont l'époux a malheureusement été... elle était là, hein, donc elle a été fulgurée quelque part. Lui a été tué par la foudre, il a été foudroyé. Et elle était très heureuse que ça y est, c'est quelque chose comme ça puisse exister. C'est un simple groupe de parole. Vous savez, y compris, j'ai rencontré des fulgurés qui avaient été mis au banc de leur famille parce qu'on ne les croyait pas. Donc il y a quand même une sorte de tabou et de rejet sur ce sujet-là encore aujourd'hui. Certains cas, oui. J'ai en mémoire, il y a quelques années, une dame qui m'appelle, un peu paniquée, et qui me dit, voilà, je vous appelle, je suis à l'hôpital. Voilà, je viens d'être amené à l'hôpital. Il y a 3 quarts d'heure, il y avait de l'orage. Il y a eu une explosion formidable. Et là, de la cheminée est sortie une sphère qui est venue. Et j'ai eu l'impression qu'elle me frappait. Et puis voilà. Et puis je me suis réveillé dans l'ambulance avec mon mari à côté qui me tenait la main. Et là, personne ne me croit. On lui a dit qu'elle avait eu une hallucination. Oui. On lui a dit qu'elle avait peut-être eu, dû à l'orage, qu'elle avait reçu une décharge électrique X ou Y. Et en fait, quand j'ai eu le médecin au téléphone, il a bien voulu accepter de parler. Je lui ai dit, mais monsieur, vous avez affaire à un phénomène de foudre globulaire. Ce que cette dame me décrit et la manière dont ça se décrit. Et en plus, entre-temps, on avait réussi à avoir la photo. Là, merci les smartphones, de la vitre du foyer fermé de la cheminée. Donc, on a vu les dégâts, on a vu ce qui s'était plus ou moins passé. Et puis voilà. Et le médecin était surpris parce que c'est pas qu'il avait jamais entendu parler de ça, mais il pensait que c'était une fable. On a encore, en 2026, alors au niveau de la population et du grand public, il n'y a aucun problème, c'est totalement pardonnable. Mais au niveau de certains, il y a encore des scientifiques qui vous disent oh, vous savez. Mais c'est comme pour les pains. Regardez encore une fois un autre crossover. On va invoquer la bouteille un peu légère. Oui. On va invoquer l'idée de se... Croyez-moi que quelqu'un qui est à l'hôpital, il n'a pas l'idée de se faire briller ou de se mettre en avant. Voilà. Et là, il a suffi que nous, pour le fait, l'argument d'autorité à jouer, on lui a dit voilà, oui, ça existe. Oui, cette dame a probablement été frappé par ça, enfin frappé, en tout cas fulguré, il y a dû y avoir d'autres effets, hein, on l'a su après, mais parce qu'on est allé investiguer sur le cas, mais voilà. Et pour la prise en compte, pour la prise en charge, pour l'écoute de la personne, ça change quand on vous prend pour un zinzin ou qu'on vous écoute simplement poliment. Ça joue. Ça change beaucoup voilà. De choses même. Avez-vous déjà eu des cas de personnes fulgurées qui ont eu le sentiment d'avoir des capacités nouvelles après ? Alors, nous, au laboratoire, on n'en a jamais récolté. D'accord ? Alors, non, là, je vous dis une petite bêtise. On a eu le cas quand même d'une dame qui... mais là, est-ce que c'était du mesurable, du non mesurable, du subjectif ou non, elle avait quand même tendance, mais ça, il fallait voir avant aussi, elle avait quand même tendance à abîmer pas mal de petits objets électroniques. Alors, attention, on va sortir de l'idée parfois répandue, accumulation d'électricité et tout ça, c'est pas du tout ça dont il s'agit, mais voilà. Et elle nous avait décrit ça, mais ça se borne à sa description, et peut-être que cette dame y faisait moins attention avant, vous savez... On a tous quelqu'un qu'on connaît qui, pour des raisons X ou Y, ne tolère pas une montre, ne tolère pas ceci, ou des gens qui prennent le meilleur des parfums et qui, sur leur corps, et c'est chimique, eh bien le parfum ne tient pas ou sent moins bon ou provoque des allergies, etc. On est tous très différents là-dessus. Donc là, je ne peux pas vous donner beaucoup d'éléments. En revanche, à l'étranger, oui, les Américains ont documenté des cas, les Japonais aussi. On a eu des cas, par exemple, de personnes qui s'étaient mis à rêver dans d'autres langues, dans une autre langue, peu importe la langue. Mais par exemple, la personne avait l'anglais comme langue native et elle se mettait... Là, je n'ai pas le cas spécifique en tête, mais imaginons, elle se disait, ben voilà, je rêve en allemand. Elle ne parle pas l'allemand, mais elle rêvait en allemand. Et elle ne se comprenait même pas elle-même dans le rêve.
Mais comment vérifier que son allemand était fluent? Voilà. Donc, on a eu des choses comme ça. On a eu, c'était au Canada, on a eu un monsieur qui avait une paralysie donc au canal carpien et qui a été fulguré et qui rebougeait remarquablement bien les 2 doigts après. Donc, il y avait eu des petites reconductions nerveuses qui avaient été faites. Mais là, il n'y a rien de surprenant. Ça peut arriver même dans certains actes chirurgicaux. Oui, mais ça, médicalement, on l'explique. Les médecins l'expliquent très bien que le réseau nerveux peut, à des moments, se retrouver stimulé, voire même reprendre. Le réseau nerveux peut se recréer dans certaines situations. Voilà. Alors là, on est en dehors de notre domaine parce que je ne vous fais que du colporté. Voilà. Mais oui, il y a certains cas. Voilà. Et après, il y a tout ce qui n'est pas documenté et qui... Tout le monde ne vient pas rapporter ce qui lui est arrivé, mais comme pour, encore une fois, les pains. Et vous voyez que depuis le début de l'émission, on n'arrive pas à se défaire de la mixité entre les 2 domaines. On connaît, dans le cas des personnes qui ont été fulgurées, ce qu'on appelle les figures de Lichtenberg, si je le prononce bien, c'est-à-dire des espèces de marques qui apparaissent sur la peau après avoir été fulguré. C'est quoi exactement, Raymond? Déjà, à l'époque romaine, ça faisait très peur parce qu'on a l'impression que c'est la reproduction de l'éclair ou de la foudre sur le corps. Hein. Donc ça, c'est la propagation du courant, de la partie électrique de la foudre sur les couches supérieures et moyennes du derme et de l'épiderme. Pas forcément sur un être vivant, hein. Oui. Sur des parapets de barrage, sur des surfaces bétonnées, on peut tout à fait avoir des figures de Lichtenberg qui vont produire dans un sol riche en silice, donc du sable par exemple, les fameuses fulgurites. Où là aussi, il y a tout un passif historique extrêmement intéressant à aborder. Mais si on en revient aux figures de Lichtenberg, c'est tout simplement ça. C'est la preuve formelle qu'un courant électrique de très forte intensité a parcouru votre corps. On peut parfois le retrouver sous des personnes, alors à ce stade-là, malheureusement, décédées, la plupart du temps, parfois il y en a qui survivent, simplement électrisées, mais des électrocutés sous des lignes à très haute tension ou avec des puissances très importantes. La foudre, elle peut produire d'autres choses en termes de marque, elle peut produire des phénomènes qui avant étaient qualifiés d'images photoélectriques. Qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est littéralement comme la décalcomanie, comme la photocopie, si vous voulez, d'objets environnants sur le corps. C'est-à-dire qu'il y a... Amenez-nous dans des exemples concrets. Des exemples concrets, c'est par exemple, je peux vous citer le cas d'une personne fulgurée. Là, on est en Italie, on est sur la côte Ligure. C'est un cas que nous avons traité et documenté. Hein. Donc, quand je dis un cas récent, c'est un cas qui a un tout petit peu plus de 10 ans, où un monsieur s'était abrité sous un arbre. Et en fait, l'arbre a été touché par la foudre. Ce monsieur qui se trouvait dessous a été éjecté. Hein, il y a eu un effet mécanique, un effet de souffle important. Il a été éjecté à plusieurs mètres, ce qui lui a valu d'ailleurs une fracture du bras. Mais au-delà de ça, sur la cuisse, donc son pantalon avec une évaporation extrêmement rapide, voire quasi instantanée, de la sudation, donc de la transpiration, a été déchiré en lambeaux. Hein. Voilà, c'est ça qui l'a produit. Et qu'est-ce qu'il a sur la cuisse ? La photocopie, la décalcomanie quasi complète d'un des rameaux de branchage de l'arbre sous lequel il était. Mais on a d'autres types de documentation. Vous savez, c'est un petit peu similaire à ce qu'on appelle les ghosts de Hiroshima ou Nagasaki. Ce sont ces objets où parfois carrément, et c'est d'ailleurs assez affreux, la silhouette de la personne qui a été décalcomaniée par la bombe sur le devant d'un bâtiment. Ah oui, sur le mur. Ouais. Voilà. Dans ce cas-là, on a quoi ? Historiquement, il y en a plein. Avant, c'était très documenté. Maintenant, c'est d'ailleurs paradoxal. Allez, j'insiste, je fais encore un crossover avec les PAN, avec les ovnis. Mais dans tous les journaux, on lisait le témoignage de telle ou telle personne sur les ovnis. On en trouvait plein. Il suffit d'aller voir des archives de journaux, on en trouve plein toutes les semaines. Ça a disparu maintenant. Et avec la foudre, c'est pareil. On racontait l'histoire du berger qui, la semaine dernière, avait été touché ici. Là, la maison avait brûlé.
Allez voir des journaux il y a encore 50 ans en arrière, vous en trouverez plein. Et si vous remontez plus loin, c'est encore pire. Donc là, c'est pareil, ça a disparu parce que c'est pas, ça fait pas le buzz, tout simplement. Et puis parce que ça demande de se documenter un petit peu et d'aller chercher les sources d'information. En tout cas, au niveau des... C'est pas parce qu'il y en a moins, on est d'accord. Bah non. Non. On a toujours des choses très intéressantes. Mais au niveau des images, on les appelle en fait, ce n'est plus des images photoélectriques, ce sont des images kéronographiques. Kéronos, on retrouve la racine, foudre. Grec. Voilà. Les images kéronographiques. Qu'est-ce que l'on a en récent? Qu'est-ce que je peux vous donner? On a aussi un monsieur qui a eu sa montre Gousset qui a été en partie décalcomaniée sur le bas-ventre. Pourra pas changer de marque. Voilà, donc là... sur le bas-ventre, pardon. Ah oui, ça fait un joli tatouage. Ouais, voilà. Alors la question qu'on me pose parfois, c'est est-ce que ça s'en va ou est-ce que ça reste? Et alors? Alors, on a des cas où parfois ça disparaît. Ça disparaît en quelques jours, mais on en a où ça reste définitivement. Mais est-ce qu'on explique pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Vous sauriez nous dire, en vulgarisant? Il y a différents phénomènes physico-chimiques qui se passent. Il y a une projection qui est due à certains phénomènes. Ça me rappelle un petit peu un cas qu'on a eu, qui là a été travaillé en collaboration avec nos amis américains, où on a un monsieur qui a perdu la vue peu à peu, après un foudroiement relativement proche. Et là, on s'est aperçu qu'en fait, son œil avait été atteint par une dose massive de rayonnement X. Donc, vous voyez, on est très loin de tout comprendre, on est très loin de tout expliquer, mais alors vraiment loin, en fait. Et on a toujours les cas... on a le commun et le hors du commun. La limite est toujours très ténue. Ça donne quand même le sentiment que le hors du commun arrive très régulièrement sur un phénomène qui est aussi courant. Ça semble paradoxal. Oui, mais il suffit de... Vous pouvez faire l'expérience vous-même, interroger des gens autour de vous et poser-leur la question. Alors, on est dans une vie différente maintenant. C'est sûr que vous allez demander ça à 10 personnes qui vivent au cœur d'une grande ville. Oui. Ils pourront peut-être pas vous le dire, mais allez faire un tour. Prenez 2 jours, prenez votre voiture et allez dans des endroits en France où on a encore une forme de contact avec la nature. Donc, il y a plein de départements qui sont splendides. On a un très beau pays où on a des gens... allez voir les agriculteurs. Allez voir ce qu'ils vous racontent. Ce que leurs parents leur ont raconté, ce que leurs grands-parents leur ont raconté. Penchez-vous sur la littérature. Les Français étaient les plus en pointe dans le monde pour l'étude de la foudre jusqu'avant la Seconde Guerre mondiale. Et vous nous disiez même tout à l'heure en off, en pointe aussi sur la formation de nos pompiers, sur la prévention et sur le fait d'aller récupérer, voir des gens qui ont été fulgurés, foudroyés. Alors, nous, on collabore, c'est extrêmement homéopathique pour des raisons qui sont non identifiées, en fait. C'est simplement quand on commence dans quelque chose, on continue là-dedans. Mais nous, on collabore très, très peu avec les sapeurs-pompiers, mais on collabore au laboratoire depuis cette année 2 décennies avec la Gendarmerie nationale, voilà. Et la France est sans doute la seule. On a des éléments en France, certains PGHM, certains groupements de gendarmerie où on a là-dedans des militaires qui ont été formés, en tout cas à l'acculturation, à la gestion du risque foudre en milieu opérationnel. Ça veut dire que tel ou tel mode opératoire sous orage ne doit pas être forcément le même. C'est aussi la manière de se comporter en intervention sous orage, parce que ce sont des gens qui, en particulier dans les PGHM, et c'est ce qui fait la force de cette institution, de l'institution gendarmerie, c'est que là, il n'y a pas de question à se poser. C'est-à-dire que quand quelqu'un est en danger, ils y vont. Oui, et puis on pense aux randonneurs ou à la randonneuse qui est coincée en haute altitude avec un orage. C'est ça qui est coincé, voire pire, la personne fulgurée. Et là, il faut lui porter secours. Et quand ces gens-là connaissent mieux, que ce soit les équipages, le personnel navigant, donc pilote, mécano, hélico, ou les membres du PGHM, parce que parfois l'hélico, c'est pas toujours la solution, ça dépendra des conditions météorologiques, ça dépendra de l'accès, etc. Les gens qui y vont, en tout cas les équipes qui y vont, quand ils en savent un peu plus par rapport aux orages,
au mieux ils se portent. Et en ça, c'est une très grande force parce que, oui, l'institution gendarmerie en France a eu comment dirais-je, la volonté aussi d'utiliser nos compétences. Et je vous le dis, depuis 2 décennies, cette année, en 2026. C'est aussi le cas, par contre, pour des enquêtes, pour certaines enquêtes, dans le volet judiciaire. D'accord. On fait appel à vous. Oui, parce que la foudre, dans ces cas-là, peut montrer ses particularités. La foudre peut très bien frapper aujourd'hui sur ou proche d'un bâtiment ou en forêt, et le feu peut très bien éclore quelques heures, voire quelques jours plus tard. Là aussi, suite à tout un tas de modifications physico-chimiques, y compris dans les matériaux, suite à la combustion de gaz résiduels présents dans les matériaux, enfin bref, de tout un tas de vecteurs qui font que, on va dire qu'une expertise classique ne pourra pas mettre en évidence parce que qui va faire le rapprochement entre l'orage d'il y a 3 jours et l'incendie qui est sorti aujourd'hui ou par altération des matériaux. Donc dans ce cas-là, on nous appelle pour innocenter. Ou pour corroborer. La personne qu'on a accusée à tort d'avoir... Alors, c'est plus rare quand il s'agit de personnes, mais en tout cas, c'est quand il y a des foudroiements spécifiques ou alors quand il y a des foudroiements avec atteinte de personnes. Ça peut arriver. Si jamais il y a un foudroiement qui blesse plusieurs personnes, il y a automatiquement un volet judiciaire qui est ouvert. Une enquête, voilà. Oui. C'est tout à fait normal. Et dans ce cas-là, on peut être amené à nous saisir. Ça peut être de la simple levée de doute qui commence par « est-ce que vous pouvez vraiment nous confirmer si ce jour-là, il y a de l'orage ou pas ?» Et puis on commence à discuter, c'est-à-dire est-ce que ça peut se produire ou pas. Et après, là, on travaille, mais c'est dans un cadre qui est extrêmement officiel, donc sous le biais de réquisition. Et d'ailleurs, ça me fait penser, vous parliez de feu qui peut se déclencher plusieurs jours après le passage de la foudre. Est-ce qu'il y a des phénomènes qu'on ne comprend toujours pas dans l'impact de la foudre sur le sol? Vous parliez tout à l'heure des fulgurites. Est-ce qu'il y a des phénomènes qui sont très inexpliqués encore pour vous aujourd'hui? Alors, très inexpliqués. On va dire qu'il y en a qui sont bien expliqués. Il y a eu beaucoup de progrès quand même ces 2 dernières décennies dans tous les domaines. Et c'est pour ça que nous, notre travail de terrain est très intéressant, mais j'ai des collègues qui, eux, ne sont que des purs théoriciens. Et il ne faut pas négliger ce travail-là. Je ne parle pas dans le cadre du laboratoire. Nous, on ne travaille pas sur ces domaines-là. Mais j'ai des collègues qui sont des théoriciens de la foudre, des hautes tensions, des physiques de l'atmosphère, qui sont des gens, certes, qui ne vont pas sur le terrain, mais sans eux, on ne pourrait pas non plus correctement travailler. Ils apportent une grande pierre à l'édifice. En revanche, il y a souvent des différences fondamentales entre ce qui est théorisé et ce qui est vérifié. On en revient à ce qu'on disait au départ. Et oui, il y a des choses qu'on explique très bien. Il y en a d'autres, on se doute que. Et puis il y en a d'autres, il faut être très clair. Hein. On est complètement largué. Sur quoi, par exemple? Vous avez des cas concrets? Sur des transports d'objets, par exemple. Allô? Oui, sur des transports d'objets. Quand on dit des transports d'objets, nous, dans notre jargon, ça veut dire que des objets ont été déplacés ou des personnes déplacées sans qu'elles aient senti le déplacement et sans que les objets soient tombés à terre. Moi, j'ai toujours le souvenir d'un impact de foudre et entre le moment de l'incident et le moment où les constats ont été faits sur place, il n'y a pas quelqu'un qui s'est amusé avec un lève-palette à les déplacer, mais c'était une palette en fait de parpaings. De parpaings qui a bougé de 4 mètres à peu près. Enfin, on n'est pas tout à fait sur 4 mètres, mais quasiment 4 mètres. Donc, certains parpaings étaient tombés à terre. Ça avait un peu bougé, mais ils étaient tous plus ou moins en place. Et là, vous vous dites, mais comment la palette... voilà. Et ça, on l'a historiquement. On a tout un tas de transports comme ça. On a des personnes... Là, je peux vous donner en témoignage un foudroiement l'année dernière. Un foudroiement, donc sans foudre en boule, foudroiement sur une maison, les gens étaient à table et 8 personnes à table. Alors là, ça leur a coupé quand même l'appétit, hein, mais ça a bien claqué sur la maison avec un début d'incendie. Et là, une des personnes qui était à l'extrémité de la table, elle s'est retrouvée pratiquement dans le couloir d'entrée à 2 mètres, sur sa chaise, avec un des pieds qui était quasiment cassé, mais qui tenait encore de guingois. Voilà. Alors, vous pouvez vous dire, les 8 personnes, elles mentent. Oui. Mais là, non. Clairement, oui. On fait confiance. On fait confiance parce qu'il y a tout un volet aussi. Avant de récolter le témoignage de ces personnes, on leur demande
en première phase, de parler de leur émotionnel. Pour bien prendre en compte le témoignage, il faut tenir compte de l'émotionnel du témoin. Ça, c'est très important. Et puis, dans la littérature scientifique, vous avez de nombreuses références à ces fameux transports d'objets. Voilà. Et ça, on ne l'explique pas? Non, vraiment? Pas vraiment, non. Et dont on soulevait déjà la question lors des séances ouvertes de l'Académie des sciences. Dans d'autres temps. Tout à l'heure, vous avez parlé d'énergie. Enfin, vous avez utilisé le mot énergie, Raymond. Et ça m'a fait penser à une question que j'avais envie de vous poser. Pensez-vous qu'on serait un jour capable de produire de l'énergie grâce aux orages? L'idée est toujours de la récupérer. Je vais sans doute vous choquer dans la réponse que je vais faire, mais je dis que c'est toujours un bon sujet à aborder quand vous voulez récolter du financement parce qu'ils vont le croire. Voilà. Non, c'est un petit peu... ce serait déjà très prétentieux. Et puis, je pense que vous l'avez compris, la foudre, elle est là aussi pour réguler les champs électriques et électrostatiques terrestres. Elle est notre premier allié dans le maintien, un des premiers alliés, en tout cas, dans le maintien de toute forme de vie sur Terre. Donc, voilà, ce serait énormément compliqué. Il y a les questions de stockage. Alors, on parle toujours, dans certains ouvrages, vous lisez qu'un éclair est tout juste, un éclair moyen, en tout cas, est tout juste bon à alimenter une ampoule pendant quelques secondes, voire quelques minutes, ou un rasoir électrique. Hein, ça, c'est un petit peu comme les dimensions à la télévision, c'est ou les stades de football ou les piscines olympiques. On s'écarte jamais de ça. C'est plus simple à comprendre pour tout le monde. Dans la réalité, je peux vous dire que les énergies déployées au niveau du sol dans certains impacts sont d'une puissance absolument considérable. Quand vous avez un marronnier de 25 mètres de haut qui est brisé et une branche de 800 kilos qui part à 600 mètres du point d'impact, avec ça, vous faites un peu plus qu'allumer une ampoule pendant quelques minutes. Mais par contre, on a la problématique de capturer. Alors, et de capturer et de stocker éventuellement si c'était possible. Encore une fois, on sait à peine recycler des batteries. D'accord ? Et comme je dis toujours, alors ça n'est pas à charge, hein, mais avant de s'occuper de savoir si on peut réellement récupérer l'énergie de la foudre, occupons-nous de savoir si on arrive vraiment correctement à démonter, à déconstruire, à nettoyer une centrale nucléaire. Je pense que là, il y a déjà du boulot. Raymond Piccoli, j'ai une question qui m'est venue en vous entendant parler. C'est pourquoi est-ce que la foudre occupe une place si importante dans la mythologie ? Eh bien, parce que en fait, hormis les animaux sauvages, quand on remonte très très loin, on va dire dans la préhistoire, mais quand on remonte à l'histoire ancienne et la mythologie, c'est parce que c'est la crainte du châtiment divin. C'est aussi l'illustration d'une période de la vie de l'être humain où on est passé de la punition ou du châtiment au fait que ces phénomènes soient devenus des phénomènes naturels et qui n'en avaient pas forcément après vous. Si votre maison brûlait, c'est pas parce que vous aviez mal honoré tel dieu ou telle déesse, mais plutôt parce que, ceci dit, je suis très mal placé pour le dire, puisque ma propre grand-mère implorait saint Antoine de Padoue. Elle habitait en Isère et en fait, elle implorait saint Antoine de Padoue. Il y avait 4 maisons. D'ailleurs, la maison d'un voisin avait été touchée par la foudre et elle avait en partie brûlé. Et elle-même avait dit un jour c'est bien que ça marche puisque la foudre n'est jamais tombée sur la maison. Alors à l'époque, elle disait pas la foudre est tombée sur la maison, elle disait le tonnerre n'est pas tombé sur la maison. Voilà. Non, mais hormis cette anecdote familiale et assez tendre et amusante, mais oui, on est passé de cette notion-là. Et les Romains, par exemple, avaient un protocole particulier envers les personnes ou fulgurées ou foudroyées. On craignait que la foudre ne revienne si on utilisait les effets personnels des personnes touchées. Donc on les enterrait. Les Romains marquaient les endroits où la foudre tombait avec récurrence. On a une partie des impacts de foudre.
Alors là, pour des raisons qu'on ignore totalement. Encore une fois, ça vous illustre à quel point on est loin du compte. Mais en tout cas, on le documente et on l'observe. La foudre, elle peut frapper parfois aux mêmes endroits. D'ailleurs, ces décharges, on les appelle des décharges scélérates. Elles portent bien leur nom. Ça veut dire qu'on a un certain pourcentage de décharges qui vont toujours, et encore une fois, je le précise, pour des raisons qu'on ignore, frapper au même endroit, à quelques mètres près. Ça, les Romains, quand ils le remarquaient, ils mettaient une borne. Ils mettaient une borne en pierre et ils la gravaient FDC. Fulgur divum conditum. Alors, selon les... je ne suis pas un latiniste, mais selon les versions du Gaffio, ça signifie ici le feu divin ou la foudre céleste est ensevelie. Et c'était simplement pour signaler d'une part que c'était un endroit un peu particulier, et puis surtout, je traduis ça d'une version moderne, écoute, si tu veux construire ta maison ici, passe ton chemin parce que là, tu vas avoir des soucis. Et j'ai toujours en mémoire cette ferme qu'on était allé voir et qui avait été rénovée par un monsieur qui venait de la banlieue parisienne et qui était ravi de pouvoir rénover cette maison familiale qu'il avait depuis très longtemps. Parce que ses grands-parents étaient partis, comme il le disait à l'époque, à la capitale. Et là, revenu, il rénove la maison. Et quelques mois après, cette maison a été touchée par la foudre. Et en fait, on y va. C'était intéressant. Il y avait eu de gros dégâts. Il avait un chauffage au sol. Et là, pour vous dire, le sol carrelé, des morceaux de carrelage étaient plantés dans les poutres en bois au plafond. Le sol était monté de 80 cm. Donc, une explosion généralisée. Tout avait pété dans la maison. Et j'ai un des membres de l'équipe qui m'appelle et qui me dit « Tiens, viens voir ». Et en fait, la partie grange de la maison, la pierre de voûte qui faisait la grange, c'était en fait une très vieille pierre, donc une pierre romaine, où dessus il était gravé FDC. Donc sur le secteur, il y avait eu déjà des endroits, voilà, et donc personne ne comprenait. Donc on n'a pas tout à fait parlé de ça au départ, mais le monsieur nous dit mais je comprends pas, la foudre est tombée, de toute façon ça s'est produit, elle ne retombera jamais. Et nous on s'est dit il faut quand même qu'on creuse parce que s'il y a une stèle FDC qui a été récupérée et retaillée, on va voir avec nos collègues archéologues et effectivement ils nous ont dit que sur le secteur ils ont retrouvé des stèles FDC, mais que 800 mètres à l'ouest, il y avait deux villas romaines. Donc, à l'endroit où cette ferme se trouvait, il est peut-être envisagé que les Romains n'avaient pas souhaité construire parce qu'ils avaient remarqué qu'il y avait des petits problèmes. Voilà, avec les appointances du grand patron, à l'occurrence pour les Romains, Jupiter. Et donc, on s'est dit, il faut quand même qu'on cherche. Et historiquement, vous ne trouvez pas ces documents-là. Donc, on est allé dans le village et on est allé à ce qu'on appelle, nous, dans notre jargon, le quartier général des services de renseignement du village, c'est-à-dire le bar. Le PMU. Alors là, même pas PMU, le bar. Et en fait, on a réussi un petit peu, on a discuté avec des gens. Et là, il y a un monsieur qui, à l'époque, était âgé de 86 ans et qui nous dit tout de go, « Ah non, mais moi, ça me surprend pas. Quand j'avais 8 ans, je revenais de l'école. Cette grange, elle avait déjà brûlé parce que, comme il le disait, le tonnerre était tombé dessus. Donc, c'était pas quelque chose de nouveau. Et donc, après, il a fallu qu'on dise au monsieur, voilà, pour des raisons... Là, on sort du champ scientifique, mais on lui a dit, vous savez, monsieur, faites-vous installer un système de protection parce qu'il y a des chances quand même que vous ayez peut-être dans le futur de... Et là, la personne vous regarde en disant, mais j'ai affaire à des scientifiques ou des croyants. Ou des gens qui lisent La Bonne Aventure. Mais c'est pourtant basé sur de l'observation historique, sur... comment je vais dire, sur de l'implantation archéologique et sur des choses qu'on constate sur le terrain. Nous, on a des endroits où on sait que la foudre tombe quasiment systématiquement à chaque orage. Mais on ne sait pas pourquoi. Non. Ce qu'on va vérifier quelque part. Alors, vous avez toujours des questions. Quand on me pose cette question, des gens qui vous disent « Ah, mais c'est l'inconscient collectif, mais est-ce qu'il y a du fer dans le sol? Est-ce qu'il y a une source? Est-ce qu'il y a ceci? Est-ce qu'il y a cela ?» Ce que vous vérifiez d'un côté, se vérifie pas de l'autre. Et si vous trouvez un point commun, vous dites « Bon, on commence par là. » Mais là, c'est absolument pas le cas. Donc, il y a du travail. On a cette chance inestimable, c'est qu'on ne sera jamais au chômage. Raymond Piccoli, est-ce que vous pourriez nous donner 3 ouvrages sur ce sujet que vous recommanderiez à notre communauté? Je vais avoir beaucoup de mal. Non pas que des ouvrages trouvent une mauvaise grâce à mes yeux, et je n'aurais pas cette prétention, mais en l'occurrence, en matière d'orage, en matière de foudre,
hormis éventuellement des livres de photographie, il y en a certains qui sont sortis ces dernières années, je pense que c'est ce qui sera et le plus digeste et le plus agréable. Et puis si vous avez écouté cette émission, et je l'encourage, parce qu'aujourd'hui on a parlé de la foudre grâce à vous, on a parlé des orages, on a parlé de tout un tas de choses, on a parlé des pans, mais on a fait aussi, sans s'en rendre compte, beaucoup de prévention. Je pense que ce sera un bon complément, mais honnêtement, spécifiquement sur les orages, soit c'est trop spécialisé, soit c'est trop abstrait, soit au contraire, je vais être clair, et sans langue de bois, c'est du copier-coller, rebâchage avec les mêmes chiffres, les mêmes constantes, et vous savez, la foudre, elle peut pas faire ceci, mais elle peut faire cela, voilà, c'est tout. Donc, je vais vous décevoir sans doute beaucoup, mais j'ai pas de livre spécifique à recommander. En matière d'orage et de foudre, allez vous rincer l'œil sur des livres. Il y a beaucoup de livres qui sont... Enfin, beaucoup. Il y a certains livres. On a des gens dans cette communauté de chasseurs d'orage, de traqueurs d'orage, avec qui finalement on n'a pas de contact. Pour tout un tas de raisons. Parce que c'est vrai que c'est un milieu qui parfois peut s'apparenter à une forme de compétition, à celui ou celle qui va faire la plus belle image, mais qui dit la plus belle image, dit parfois notion de danger qui est un peu mise de côté. En tout cas, c'est pas une critique, mais voilà. Et de temps en temps, on nous propose. On a des personnes qui font des photos, qui viennent nous voir, ou qui nous contactent en tout cas, et qui nous disent, voilà, j'ai fait cette photo, elle pourrait vous intéresser. Alors oui, scientifiquement, elle peut être intéressante, parce que même si nous, on a nos propres médias que l'on collecte et nos propres documents sur le terrain, on a parfois des photos que nous, on fera peut-être jamais en 30 ans. Et quand on dit, ben voilà, cette photo, on va l'étudier scientifiquement, en tout cas pour en tirer les données scientifiques, et c'est là que les choses généralement changent parce qu'en fait, c'était une proposition pour nous la vendre. Voilà. Donc, allez voir il y a des beaux bouquins qui sont sortis. Un message que vous aimeriez faire passer aux personnes qui s'intéressent à ce sujet. Prudence. 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 Ne vous laissez pas griser par toutes les belles photos que l'on voit. C'est un petit peu comme pour les fameux sprites, donc les farfadets, maintenant qu'on connaît leur bonne appellation. Mais en tout cas, sur tout ce que vous voyez sur les réseaux sociaux, soyez extrêmement prudents. Actuellement, on a une explosion, mais vraiment une explosion du nombre de photographies qui sortent de la foudre ou des farfadets qui sont des faux. Et d'ailleurs, que ce soit sur la page Facebook, on n'est pas en recherche de followers. Quand on en a, c'est bien, mais... ou sur ma propre page, en nom propre, je ne me cache pas derrière un pseudo, je mets parfois, quand je tombe dessus, la photo originale et la photo complètement trafiquée à côté. Voilà, c'est pour mettre en évidence aussi qu'il faut faire attention. La capacité à créer des images est allée beaucoup plus vite que notre possibilité de nous détacher du pouvoir de ces images. Très belle phrase, Raymond. Une question que je ne vous ai pas posée, mais que vous auriez aimé que je vous pose. Jusqu'à quand allez-vous faire ça ? Je crois que je ne l'ai pas posée parce qu'il m'a semblé comprendre que vous feriez ça jusqu'au bout. Je vous la pose quand même alors. Raymond, jusqu'à quand allez-vous faire ça ? Jusqu'au bout. Raymond Piccoli, c'était un plaisir de vous avoir avec nous. Merci beaucoup. Un plaisir totalement partagé. Merci à vous et merci à toute l'équipe. C'était The Paranormal Show, votre rendez-vous avec les mystères de notre temps. Abonnez-vous, soutenez-nous, nous avons besoin de vous.